our customers and library users, and also support the library's strategic objectives. So it was there for us to get more particular insight and more particularly specific feedback about the library as a whole. Previously, different teams or different services within the library would have run their own smaller scale feedback gathering exercises or smaller surveys, but there was never a broad, how does the library operate, as an entire unit. So this would cover, feedback on our library spaces, our staff, our services, what was working about them, what wasn't working, how is the overall satisfaction with them. And in terms of a sample, each year, on average, over 1,400 responses would be gathered. This would be across different demographics, so faculty and school, student type, student level, their age, and the main bulk of the survey would be conducted online as a sort of 10 to 15 minute long survey. And then we would also run additionally smaller focus groups after we'd had the initial survey results. And that allowed us to kind of focus and hone in on some more particular kind of questions or queries. So if there was a particular area of the library that we wanted to find out more about, that's how we would run our focus groups. So the next section I'm going to show you, I'm just going to talk through some of the question examples and also alongside how we'd go about running or kind of distributing this survey. So I'll just skip to the next slide. So I'm also not sure how clear or large this is on the screen over by you guys, but I will distribute these slides after the presentation so you can see it in a bit more depth if perhaps this is a bit unclear for you. So the question example I've got here is on finding and using resources. And so it's an example of what a lot of the survey questions would look like, which would be a Likert scale, strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly agree, and I don't know, or it's not applicable, for a series of different statements. So in this case, the statements were, the library has the right resources for my course or research degree program. It is easy to find printed books and journals. It is easy to access ebooks, e-journals and databases, and it is easy to access online reading lists. And so, depending on how the respondent would answer those different statements, the survey would then lead them to different and more in-depth questions. So, for example, if the respondent selected they strongly disagreed or disagreed with any of those statements on finding and using resources, a follow-up question would ask kind of, okay, in what way, you said that you disagreed, what ways are they difficult to find ebooks, or what ways is it difficult to find printed books, and give you, again, the respondent different examples for them to select. And so that then allows us to get kind of more in-depth answers on the real particular difficulties in this case. And this, I think, is quite a good example of one of the problems, or not so much a problem, but one of the challenges perhaps with the survey on this scale, is that you're having to get input from lots of different library teams, and this means that every team wants to have quite specific questions or quite specific areas of focus to find out more information about their service or how users are using it. And so you have to balance those expectations and have detailed questions, but also you really need to think about survey flow and response time. You know, if everyone got every single question that they wanted in, the survey would be huge. It would take a very long time to complete. And I think respondent fatigue would start to kick in, where a respondent feels like the survey has gone on too long, and so they don't want to complete it. And we, of course, really want our respondents to complete them. So that's always one of those balances of
having quite specific, detailed questions, but also making sure that it doesn't affect, the overall flow of the survey too much, or will only be a series of answers that only a few people will give. So to then move on to another one around training and skill support. So with these ones, there's a couple of core questions. And so because the Library Life Pulse survey was also conducted at other academic institutions, they would, Altalign would do some sort of benchmarking comparisons for us to see what was, how did every institution do around these core questions. And in this case, this question is on training and skill support, and it's trying to understand both general awareness amongst our students of our training and skill support areas, but also if the respondent feels like they've directly helped them. So, for example, the first question says, the library offers relevant training and skill support for students. So that's the awareness one. And then the library has helped me to develop the skills I need for my studies. So that's the more personal one. And again, do you disagree? Do you strongly disagree? Agree, strongly agree, and so forth. And then this is where I think it's another example of this perhaps becoming a bit more complicated and time consuming. The next section asks, which of the following library training and skill support services have you heard of or used? And the answers are, I've never heard of it, I've heard of it but I have not used it, or I've used it. And so we have face-to-face workshops, online tutorials, drop-in clinics, face-to-face skills sessions as part of my course, and online skills resources in my Blackboard space. Now, what I think is very interesting here is, I think to a lot of our students, they don't know the different names or terminology that we perhaps use for all of our services. And I think as librarians, we can be working very, very closely and in a lot of detail on things, which in turn, actually, perhaps our students don't really know the difference. For example, do they know the difference between what a drop-in clinic or an online tutorial is, or do they just think of them all as workshops or library workshops or library sessions? So I think that's always a really interesting one to kind of think about. And again, it can be that thing of, if you're having to get a lot of input from different teams to have really specific answers, it's always really important to think about, will the student or will the researcher who's filling this in actually know that level of detail and those distinctions? So I think it's a really important thing to think about when you're, again, designing the survey, thinking about how long it will take to fill in, and what kind of results or answers are you going to get. So the survey itself will probably have about, as I say, about 10 minutes worth of these kind of questions, and also within them open text comments, so students can leave their kind of personal feedback in certain areas. So it really is quite quite an undertaking to complete. And in the later few years of the survey, we started to do an additional task, which was a really engaging and useful bit of feedback gathering, which was, we developed this storytelling images task. And with this, it would be a separate task to the main survey. So for the main survey, we would, anyone who completed it would be entered into a prize draw, and we would have incentives and things like vouchers and different kind of prizes for students who had completed the survey, and then we would randomly select winners. And then we did this as an additional task, which meant that if a student did this task, they also had a chance of winning vouchers and sort of, increased their chance, if that makes sense. So the task was very simple, and it was simply for students to take a photo of something that they loved and something that they didn't love about the university library, and then add a caption or add some thoughts and feedback to it in order to let us know in a more kind of direct and visual way what they thought about the library and its services.
So I will go through a couple of examples of them. So starting off with the things that students loved about the university library, here we have a photo of quite a cozy laptop, and the student has said, "I love the lights above the tables in purple too. They make it really cozy and easy to read my laptop screen and books." So again, just a really nice bit of feedback around our library spaces and how they aid studying. And then another positive photo is of our, automatic book machines, and the student has said, "I like automatic checkout and return system. I feel like I have control over what I borrow, and I don't have to wait for someone to check the book out for me." So again, just a really nice way of, I think sometimes when we're working in a library every day, we take these things for granted. We will see the book machine every day. We will, see all of that and kind of forget about them. Whereas I think for students and our library users, understanding that, those things are actually what make it very special. And so for kind of positive things, we'd often get a lot of pictures of atmospheric and cozy study spaces where students would feel very happy and comfortable studying there. Helpful staff, little details, areas of the university, campus which look very beautiful, all of those kind of things. And then of course, as is often the case with gathering feedback, sometimes the more useful stuff is what students don't like. So this is a selection of the photos of something that they don't like about the university library. I'm aware it's still very early in the morning, so I haven't included any photos of messy study spaces or toilets or things like that, but that would often be something we would get a lot of feedback on, those kind of upkeeping things. So here is an example of a really common problem we have, which is not having enough study spaces. And so the student has taken a photo of a very busy area of our main library, and they say that the library is really packed and I had to go to 2 libraries to find a computer. And I think that's probably a common problem across academic libraries all over, but it's something that we really would face a lot of. And then the next image is similar, where someone's saying there's no plug socket available. So in this case, perhaps they don't have the chance to plug in their own laptop. And so that's obviously very, very frustrating if you want to be there to study. And it's an interesting example because one of the complaints we also get is from other students saying, "Oh, there's someone sat in front of one of the library computers, but they're just using a laptop. So I can't use the library computer that I need to use because this person is sitting there on their laptop." And again, that's just another factor because we don't have enough study spaces for all of the student demand. So it's these kind of cycles, these kind of repetitive problems sometimes. And again, the things that seem to really frustrate students were litter and messiness, not enough toilets, unclean toilets, broken printers, lack of study spaces, lack of plugs. It's all of those kind of, just issues with library buildings that actually can be very difficult to solve, that cause, the most amount of sort of negative feedback. So once the survey is complete, and so we would gather data over the course of about a month, the survey would be conducted via an online link, and so we would communicate that to students via a pop-up on our library website, and we'd also distribute flyers. We would let the Students' Union know that this was happening. And once all of that data is gathered, Alterline would then analyze it, do a lot of statistical analysis, look at all of the kind of free text comment feedback, and then deliver these really detailed reports, which, again, in this case, is just an example of how it kind of looks. It's perhaps a bit difficult to read, but it's sort of showing the way in which they would summarize certain points and then gather certain bits of
student feedback to kind of illustrate the point. So just as the top one says, 24% of students said using Library Search, our library search program, is difficult. And they said, the library search function is not well thought out. It can take ages to load, and I struggle to search by category or theme. There is no function to search these categories. 60% of students said finding the right section of the library to find a book is difficult. So they said, provide more detailed information about the location on the books to make them easier to find. And 64% said finding books on the shelves is difficult. So make sure that the availability of books listed on the website is accurate, as sometimes it will say a book is on the shelf when it is not. Maybe have 3 categories: on loan, available, or yet to be put back. So you know that you can look at those temporary shelves instead of the book's usual. So again, a lot of this is on communication and information and how quickly we update our systems, or how we explain to students how you actually use the library properly. And that's always a really interesting back and forth kind of conversation to have. So Altalign would develop these really, really great reports. However, they are, again, very, very long. They are very extensive. They're usually about 40 pages worth. There is a lot of information in there. And for anyone who's had to do a summary for management, or kind of had to take anything to senior managers or execs, we all know that people's time is limited, particularly in senior positions. They perhaps don't have the time to read a 40-page report in proper depth. And so you have to then do quite a bit of work to summarize those main points. So I would usually take the report and then develop a kind of my own executive summary of it and bring out the kind of key highlights, and then we'd share the final report with our library leadership team as well, if they wanted to look at it in more detail. But again, it's something to think about in terms of, you can take on these very extensive, big survey projects, but they are very, very time consuming. Designing the survey is time consuming. Getting it signed off and having all the correct questions takes a lot of time. Distributing it, encouraging students to fill it in. Again, when something takes 10 to 15 minutes to complete, you need to really make that feel worthwhile to the student. And it's then, once you've completed the survey, it takes time to develop all the feedback, do all of the analysis, have them write the report, do amends to the report, communicate it to managers, and so on. So it is a really, really long process. So one thing that you really want to make sure that is happening is that you are actually going to make changes, and you're actually going to respond to the feedback that you're getting, and do so in a useful way. So next slide is on what did we change. And we, in essence, used as much of that feedback as we could over the years to improve our welcome offer. So knowing that students were finding it difficult to find books and resources in the library, we would focus on helping new and returning users find resources and learn how to use the library on our welcome tours and inductions, but would also make it clear that a student could ask for help at any time. You know, it didn't need to just be in Freshers Week that they find out how to use the library, and that's it. It's available all year. We developed a uniform for our customer services and student-facing staff. So one of the bits of feedback over the years that we've done the survey was that sometimes library staff were hard to find or hard to see. And so we developed a uniform policy where things like University of Manchester branded jackets and gilets and varsity jackets and shirts were available to staff, so that not just our customer services staff, but also any other member of staff, so that when you're walking around the library, a student will know that you work for the library and that they can ask you a question, and that we would really encourage
all of our staff to be ready to kind of answer student questions where they could. We also rearranged book stock in our main library, so into a sequential Dewey system from ground floor to top floor, starting at 00 and going up, as previously our kind of book stock was in a slightly more random kind of orientation based around subjects, so it was sometimes quite confusing to new students. We developed online content to support students finding out about library services and accessing our digital resources. So how can we make that easier? One example being if a student was clicking on a PDF, as can happen with a lot of online resources, if it goes to another institution, there's quite a few pages that a student has to click through before they can get their resource. We developed a program that meant it was a one-click PDF, so whatever happens, you would do it and the PDF would be immediately available. Responding to things like our libraries being very cold, we distributed blankets for students on colder days if they were spending a long day studying there. We developed communications about antisocial behaviour like desk hogging or eating food, like warm food in the library. So again, because we have limited study spaces, we would often have students turn up early in the day and leave a jacket and leave their items on a desk to sort of say, this is my desk, but then disappear for the day. And so again, how you prevent that happening is quite hard. So you have to just sort of communicate to them that if they're not using a desk, someone else probably will need to, so to be mindful of other library users. And we also distributed goodie bags in the library during exam season, so they would have things like herbal tea or cookies or little kind of treats like that to help stress students when they needed some support for their well-being and during exam features. However, I feel like these changes are kind of just skirting around the broader issues we were having, and I feel like depending on how much time we spent doing these surveys every year and gathering all of this feedback, we were getting every year the same feedback on the big broader issues that we couldn't change so easily, and that was our library buildings don't have enough study spaces in them, they're very hard to get to a consistent temperature, we don't have enough toilets in the building, the ones we do have can't be cleaned regularly enough, we can't offer students as many of the facilities and features that they need. And so, all of our solutions here were all things we were trying to make the best of the kind of difficult situation with our library spaces. But fundamentally, we were always going to get negative feedback on the big things that we couldn't change. And again, you can develop communications on students not taking spaces if they're not going to use them, but if you don't have enough study spaces for students, that's always going to be a problem. And again, we would do a lot of further research and focus groups on things like finding resources. Is it difficult because of how the library is signposted? Is it difficult because our library search mechanism on our website isn't as useful or as efficient as it could be? And again, could get into lots and lots of detail. But ultimately, the easiest thing for a student to do is to ask staff for help or to try and find an information on our website. And so you can end up doing a huge amount of research and a lot of in-depth study and analysis of these different things. But the solution ultimately is to just direct students to members of staff to help them. And having said all that, what has been very, very useful about doing this survey for several years and having several years worth of the same feedback and the same issues is that we also have all of the data sets which we can then analyze and go into further information and further feedback to make the case that students have been historically frustrated with the library study space for the last 5 years. And so if, for example, senior management want to make a case for trying to expand into more study spaces or to create
more kind of library initiatives, having lots of years worth of feedback for that can actually be very, very useful. But it is quite tricky when ultimately, if each year you're doing this survey, you're going to just, you know what the kind of problems are going to be, and you know that you can't really do a huge amount to change them. So this leads us then nicely onto what has COVID-19 changed around student feedback and our reporting and how we would operate and kind of respond to changing circumstances. And I think obviously the pandemic was very difficult for lots of different people, and it was a very difficult time, particularly if we were running frontline library services and having to really think about staff and student safety and social distancing and all of these measures. But one of the great things for us as a library was the use of Microsoft Teams for remote working, and this was partly because the library had taken on using Microsoft Teams a year before COVID-19 had kind of hit and caused the need for lockdowns and social distancing, which meant we'd already known how to use it, but we hadn't really been forced to. And so, of course, the pandemic forced us to. And what was very useful about it was, initially, it broke down a lot of the old structures and silos within the library. So it basically meant that we could directly contact teams and managers with specific feedback from our library chat service or other services, and just directly say, we're having this problem with our study space booking system, we need to improve it now, can we change that? And that is just a far quicker and more direct way of communicating that there's a problem. Again, because we were offering so many online resources and so many services just as part of a digital offer, we could use analytics to see which areas students were working on or which resources they were accessing online, so we would know which areas were of particular interest. So again, we developed a study space booking system so that students could safely book a space to study in a socially distanced way, but we would also observe things like particular days where that web page would have a huge spike in activity because the study spaces had run out for the day or students were hitting refresh. So again, just one example of how we could just use that information in a far more present way and communicate it directly to managers and teams to try and find solutions quickly, rather than, say, waiting a month, doing a report on problems that we'd had, and then communicating that to managers to find solutions. We took that kind of length of time out of it and we're just far more direct. And so a really good question, I think, is then what can we do to continue doing this now that students have returned to campus? And I think that it's a really interesting one for us to think about in terms of actually, do we need to do these really, really long surveys, or can we think of shorter ones? Can we develop feedback mechanisms from things like our library chat service or staff feedback who are working our front desks? Can we work out ways to make that information far more easily available to managers and the different teams who just need to make those kind of changes? So it leads me towards the kind of final section of this, which I think actually we're no longer going to do these really long annual surveys run by a research agency. We're going to develop our own methodology and our own form of research where we're gathering feedback far more kind of regularly, but in smaller ways. And I would really advocate to do shorter library surveys. You guys are the experts. You know what kind of regular inquiries or repeating issues you receive with your services. There are online tools like Qualtrics or Lime Survey, which are really good resources to develop very short, insightful surveys that can gather feedback quickly, and you can then distribute that information to staff, managers, and other stakeholders really easily.
And I think part of it is reinforcing a really important golden rule on surveys and feedback in general, which is don't ask a question if you're not going to do anything with the results. You know, don't ask for feedback if you're not going to make any changes, because the respondent will feel frustrated that they've spent their time telling you what the problem is, and then you don't have the ability to change the problem. And so I think that short, quick surveys where every question is useful has a far higher chance of being completed. And it's almost down to what are the most three important things to find out. You know, what is your favorite thing about the library? What is your least favorite thing about the library? What would you like to do differently? And I think with that, you can then have different information and feedback that allows you to work out the kind of specific things you would like to focus on. And so on that note, I'd like to finish there and open up for any questions. My contact details are here, so my email and my Twitter account are there as well. But I will also distribute these slides after the presentation, so you can also get those contacts there. So I will now stop sharing my screen, and I will head back and be back in the room with you guys. Thank you very much. I think we're. Can you hear me? Yeah, you can hear me again, right? Yeah. Awesome. I don't know if you heard the clapping, but they clapped. We Yes, all clapped for you. Thank you. Cécile. Pardon. We're gonna open for questions. We'll see if we have to translate and everything. I'm gonna try to do the technical thing as best as I can. Just one thing, I'll cut off my mic and I'll get back to you in a minute. Okay. Cécile, si tu veux venir, comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, levez les mains. Non, pas de questions? En français ou en anglais? Ah, bah parfait. Alors, on va faire au mieux. Let me know if you can you hear Cécile? Yes. Yep. Français. Okay. Donc, merci beaucoup, Michael. Juste pour un élément de contexte, j'ai fait une semaine Erasmus+ avec Michael à Manchester, et il y a une équipe en fait autour des enquêtes de 12 personnes. Donc, ça vous donne juste la dimension en fait de la force de frappe. C'est enquête et marketing et communication, donc, mais c'est quand même une dimension de prendre le pouls de la bibliothèque, comme le dit l'enquête, Library Life Pulse, qui est vraiment très très important. Donc, ma première question, c'était, il a bien dit à la fin, je pense que c'est vraiment très important, c'est qu'on ne fait pas d'enquête si on ne peut pas agir après, et qu'en fait l'enquête n'a pas de sens si elle n'est pas outil d'action, outil d'amélioration de l'offre. Et donc ma question c'était, est-ce que vous faites des enquêtes barométriques continuellement, ou est-ce que c'est à la demande des services de la bibliothèque, de certains services, que vous menez des enquêtes, notamment les petites enquêtes que vous dites que vous allez faire maintenant, plus pointues, plus rapides? Est-ce que c'est à votre propre initiative de responsable des enquêtes, ou est-ce que c'est à la demande des services? Du coup, je te laisse traduire. Donc du coup, attends, pour essayer de résumer, c'est savoir si ça vient des services ou de changer les surveys, de les adapter en fonction du public et que ce soit plus petit et les améliorer. Est-ce que c'est à la demande des collègues en fait, ou est-ce que c'est des enquêtes qu'il fait lui-même barométriques? Okay. I'm going to try to translate as best as I can, but Okay. I'm not a librarian, so excuse me if my terms are not the perfect ones. The question is whether the demand for shorter and more, the shorter surveys and I guess better surveys are coming from your coworkers, or they're coming from you and then your coworker have to deal with it. I mean, pretty much, yeah. If whether And since you
said that you need to act at the end of the survey. You need to make improvement in the library process. Do you do these surveys on your own, or is it a demand, or as? Yeah, it's like, do you work in just with pretty much with you and the service, I guess information and marketing services, or is it like a wider network and you all work together for the surveys? Sure. Okay. Yeah, a really good question. So, I think part of it is marketing and information services were used to drive improvements within the library, and inevitably when you have negative feedback about certain areas, some people may not like to hear that feedback or want to think about it in that way. I think the way that we saw it was we could see the problems or issues that were there in the library, and so obviously want to try and improve them for both ourselves, but more importantly for our library users. And so we were driving as our team to make those changes, but also there is always going to be a bit of management expectation and how you communicate that to managers and how they will then use that information. So you know, it wasn't like we were told you have to find this stuff out so we can make changes. It was find out what's happening and communicate it, and then, you know, at the end of the day, you just have to present the survey results as clearly as you can and present that feedback, and then see if those changes get made. And in terms of the switch to shorter surveys, that's actually my personal sort of suggestion idea. I could see that we were, over the years, spending a lot of resources and time developing these long surveys that perhaps were not as effective as things like a student taking a photo of something they don't like about the library or those kind of things. So it was trying to be, more rapid and more changeable. Okay, so the demand comes from the management mainly, but you are able to also improve and make changes yourself. Yes, and I think the important thing is not have to go through, you know, months of reporting and meetings and different managers. It's like you can just do it, just be more direct. Okay. Vous avez besoin d'une traduction? Vous voulez que je traduise la réponse? Ou c'est bon? C'est bon? Ok. D'autres questions? J'avais une autre question aussi sur le benchmark, parce qu'on s'intéresse aussi aux questions d'enquête nationale et d'enquête locale. Est-ce que vous continuez à benchmarker avec des autres bibliothèques universitaires britanniques, comme à l'époque, vous dites qu'il y a une National Student Survey dans toute la Grande-Bretagne. Comment ça s'articule en fait les enquêtes nationales, et est-ce qu'il y a beaucoup de comparaisons? Est-ce que vous essayez d'être sur des standards nationaux, enfin, est-ce que ça a beaucoup d'importance pour la direction de l'université, la présidence de l'université? So the question is, you do more local surveys, and you also have national level surveys. And so how do you articulate both? Do you have to be on a certain level at a national, regarding the national survey? How do you switch it? Do you have like a comparison chart or something, just to make sure you're in range? Or Sure. Again, a very, very good question. So another part of my job, along with the other business intelligence analyst in the library, is to analyze the National Student Survey results. And for many, many years, that was a huge data set that would take a lot of time to analyze, and actually benchmarking against other institutions, or to see where, you know, not just Manchester, but where the Russell Group as a whole was sitting in the amongst the country, was always quite difficult to do. But we, over the last year, have started to use Power BI by Microsoft, which is a data visual platform. And from that, we've created a dashboard report that just compares the last 5 years of benchmarking data for the National Student Survey. And so we can just send that to any managers or anyone who needs to see it. And that's a really clear, easy way to understand those comparisons.
And so we perhaps will at some point do the same with the Library Life Pulse survey data. We could create a dashboard from that. So I would, as a data nerd and analyst, I really recommend Power BI, as it's a very, very good tool for communicating a lot of data. And if you work with data or you're one of the people doing the reporting, it saves you a huge amount of time, and it makes it easy for managers to understand, which is very, very important. Thank you. Est-ce qu'il peut nous dire qui manage le National Library Survey? Est-ce que c'est le ministère ou Do you know who manages the national survey? Is that through like the hired head administrator or something? Yes, it will be the Office for Students. So it's a government, a government department distributes it and runs it. J'ai une autre question. Après, pardon. Est-ce que vous pouvez lui demander quelles compétences sont présentes au sein de son équipe? Plutôt des bibliothécaires, des statisticiens, des sociologues? Enfin, comment... Les fonctions, ouais. Okay. So now it's just a question about your staff. Are you all librarians, or do you have like statisticians? Sorry. What kind of skills do you have? What are your job titles? Is it like all the same, or very different skills, or? Sure. A great question. And again, Manchester Library, we have a lot of staff, and so holding my hand up, I am not a librarian. I am a data analyst, and I've worked previously in data analysis, data marketing, research, survey design, those sorts of things. So we have a core group of librarians within our library, but we also have, for example, our digital content and tech teams. Some of those people are not librarians, but they have digital creator skills, or are web developers and web analysts. And likewise for our customer services staff, for our student-facing staff, not all of them are a qualified librarian. We teach them on the job, so there's quite a wide variety of skills within the library. Très bien. D'autres questions? Ça à droite d'abord, pardon. J'aurais juste voulu savoir, est-ce que les enquêtes intègrent d'autres dimensions là sur les étudiants, sur les conditions de travail des étudiants, conditions d'études, de travail, Au-delà de la librairie, à la fois sur les enquêtes locales et sur les enquêtes nationales. About the survey, is it all about the libraries, or is it a little bit larger, where you say about the student services, how they study? Is it larger than just the framework of the library, or is it a bit larger and just about the university-wise? Mm-hmm. Is that for the National Student Survey? Both, for yours For both, and right. also the national. Sure, of course. So the National Student Survey is very much the student services, the quality of their course, the quality of teaching, the library facilities. It's the full student experience. Whereas the Library Life Pulse survey, we have a couple of questions which are a broader context of sort of, the library makes me feel part of a community, the library has helped improve my well-being, those sorts of things, but there's no sort of specific questions that really are broader outside of the library, if that makes sense. But we will sometimes get feedback in the free text comments that sort of puts their own perspective on it. But yeah, it's the Library Life Pulse survey is the library service and the library facilities, and the National Student Survey is the full student experience. Il y avait deux questions sur la gauche. Oui, allez, oui. Alors, la dame, peut-être la dame d'abord, je crois que c'était, je sais pas. Je voulais juste savoir aussi, au tout début de présentation, vous avez évoqué la question des focus group. Je voulais savoir comment ça s'intercalait aussi par rapport aux enquêtes et quel type de questions vous analysez à l'occasion de ces focus group. Ouais.
So at the beginning of your presentation, you talked about focus group and how they work. So how do they work with the survey? What kind of question do you like brainstorm? How does all work together? Sure. So, for example, if on the question on finding resources, and if it was very hard for students to access ebooks or their kind of e-journals, we would look at the results from that, and then we would then kind of do some marketing and kind of digital screens saying, would you like to join a library focus group to be talking about finding resources in the library? Would you like to join? And then students will get in touch to say, yes, they would like to join us. And so then it would usually be about 6 to 8 students. We would sit together in a room, would have some, nice biscuits and nice coffee and things like that. And then I would have a dictaphone and we would do more kind of in-depth questions about sort of asking them what their kind of journey to finding an electronic book is like. Are they doing that at home? Are they doing it in the library? And just give them a bit more space to really talk through how they do that on a far more detailed and individual level. And then different people in the group will say they agree, or perhaps they have a different experience. So yeah, we would find out the kind of big issues or big problems, and then we would, mark it to students or ask students to kind of give us more feedback in a focus group. Awesome. Sorry, just to complete, since you do have a lot of international students, do you make a special focus on the differences between, like British students and international? I said that because in my university we do have this kind of problem since international students don't understand the way our library works. Mm-hmm. That is an excellent question, and one of the things, so we do have international students on our focus groups, and actually it seems sometimes like international students are more interested in focus groups or doing those university things than perhaps some of the our students from the UK. But I think what's interesting there is they will often talk about perhaps they've had a different school environment coming up to university, where perhaps the way they've learned how to use a library is different. And so as a library, we sometimes think about there's perhaps some work to do skill support or study sessions that help students who've had different types of those backgrounds learn how to use the library with us. But yeah, it is an interesting difference and question. Okay, I have a technical thing to say. Mm-hmm. We're getting the food delivered, so. Nice. Very important. Mélie, est-ce que tu peux trouver Léonard ou descendre réceptionner le traiteur? D'accord. Désolée. Et je prendrai la dernière question en attendant. Je voulais juste préciser, l'outil c'est Microsoft Power BI pour la data visualisation. J'avais pas trouvé l'acronyme Power BI. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. The tool you're using is Microsoft Power VI. Do you say? Power BI. BI. Okay. BI. Okay. Yeah. Donc, Alpha BI. So, just one last question here, or Cécile will close the question. Pardon, dernière question dans l'audience, ou Cécile finit les questions? Non? Cécile, à toi. Merci. Donc, on va avoir plusieurs présentations autour de l'IPQUAL, et donc on a un questionnement autour de l'opportunité ou de la pertinence de continuer des enquêtes LibQual. Je crois qu'à Manchester, vous en avez fait dans le passé. Donc l'intérêt de l'IPQUAL, on le sait, c'est d'encadrer la note perçue, enfin la perception du service par une note désirée et une note attendue. Est-ce que, j'ai vu que dans vos enquêtes Library Life Pulse, il n'y a pas du tout cet encadrement de la note par les attentes? Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, ou quel est votre sentiment sur l'IPQUAL et sur est-ce que c'était l'enquête d'une époque? Est-ce que maintenant on s'intéresse plus à l'impact et plus trop à la satisfaction? C'est une grosse question, pardon, mais
Je vais essayer de traduire au mieux parce que je n'entends pas bien lire. So I'm going to try to translate as best as possible. But I think in LibQual you have a expected note at the end. You probably can get a note, but you have the expected one and the grade you actually get. Is there something like that in LibQual? You have the desired level rating and the one you're actually getting. I see. No, so I mean, we've not done the LibQual survey for quite a while, I think. So with things like, the National Student Survey, you're not given any kind of projection or prediction. It's just the results, and that's distributed by the Office for Students. And when it's the benchmarking, it's not anonymized, so you can see how you did against every institution. But it's just to say on that one, it's very interesting seeing the results that came in this year because of COVID from last year, and sort of satisfaction amongst all the institutions is down, which would obviously make sense. But it's interesting seeing different areas where some have kind of really dropped and others have gone higher. But we don't get sent any kind of prediction or kind of like, possibility ideas. It's results day and then bam, there it is. Okay, well, I think we're all done with questions. I think you were going to send me the PDF, and I'll send it to everybody so they can get your presentation. And thank you so much. My pleasure. Thank you. Merci beaucoup. It was wonderful to see you all. And yes, my contact details are in the presentation. So please, if you have any further questions or there's anything else you want to know, I'd be more than happy to answer your questions by email. So yes, thank you and enjoy the rest of your conference. Thank you. Celui-là, il marche. OK. Pardon. On va faire avec celui-là. Merci. Là, oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Isabelle Bizos. Je viens du SCD du Havre. Et donc, je vais faire cette présentation avec ma collègue Christophe qui est, elle, de Rouen. Donc, c'est une synthèse normande que nous vous proposons sur les enquêtes sur les étudiants et leur BU pendant la crise sanitaire. Donc, tout le monde l'a vécu, la crise sanitaire, et on a vu les différentes problématiques qui se sont passées au niveau des bibliothèques.
entre 2020 et 2021, les conditions d'accès à nos services, à nos ressources, à nos espaces ont été totalement perturbées et de manière parfois aléatoire, avec des retours en arrière entre le confinement total, le click and collect, la quarantaine des documents, l'accès aux espaces de lecture, et puis après la fermeture des salles de travail en groupe. Bref, 6 mois, 1 an dans lesquels toutes les conditions d'accès classiques étaient perturbées. Donc, les bibliothèques se sont posé la question de savoir ce qu'il fallait faire, quel était le sens à donner à leur action au moment où les étudiants étaient privés de l'ensemble de leurs services d'enseignement. Les bibliothèques étaient parfois les seuls lieux des campus ouverts au sein des universités. Et donc, on voyait régulièrement nos publics de fidèles, des fois des publics nouveaux, qui fréquentaient les bibliothèques. Et plusieurs bibliothèques ont voulu savoir de quoi ils retournaient, qui étaient ces étudiants, de quoi ils avaient besoin, est-ce qu'ils avaient besoin de leur service ordinaire et donc il leur manquait ce qu'ils avaient l'habitude de trouver, ou bien de nouveaux besoins avaient surgi et quelle était la manière de pouvoir y répondre. Donc dans le cadre de la commission ADBU, on est resté toujours en contact autour de cette problématique d'enquête, et donc plusieurs bibliothèques qui sont ici représentées dans la liste, donc Caen, Rouen, Le Havre pour la Normandie, mais aussi Sciences Po Paris, Lyon 3, les bibliothèques de l'Université de Paris, Sorbonne Nouvelle, Toulouse, l'Université de Lorraine. Bref, un nombre important de bibliothèques représentées au sein de la commission ont souhaité lancer des enquêtes pour connaître les pratiques documentaires de leurs étudiants pendant ces périodes perturbées. Alors, quelques précautions méthodologiques, parce que la manière dont se sont faites ces enquêtes, c'était un travail collectif, c'est-à-dire que des questionnaires ont été préparés, ont été comparés. Mais comme le disait dans la présentation Michael Douglas, l'objectif de ces questionnaires est d'être d'abord court et d'être très ciblé par rapport à son public. Donc, les tailles des bibliothèques qui ont enquêté étaient différentes, les spécialisations disciplinaires étaient différentes. Par exemple, à Rouen, ils ont la médecine, au Havre, nous, on n'a pas la médecine, c'est un public très particulier qui a des besoins aussi particuliers. La localisation géographique entre les bibliothèques parisiennes, les bibliothèques de province, des bibliothèques très grosses de province ou plus modestes, par exemple, comme celle du Havre. Bref, des différences de statut d'établissement, des différences de fréquentants, des différences aussi dans la formulation des questions. Ce qui rend l'exercice que nous faisons un peu particulier et parfois un peu acrobatique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'amalgamer toutes les réponses pour en faire un gros cocktail, mais vraiment de définir des lignes qui ont pu être communes, des grands traits, des grands axes qui ont pu se rejoindre malgré et peut-être en même temps grâce à la diversité des situations qui ont été analysées. Donc l'objectif est de garder le même esprit, c'est-à-dire au moment où des équipes étaient en télétravail et un peu sur place, au moment où les étudiants ils devaient venir sur les campus universitaires armés de leur autorisation de déplacement, que parfois c'était le seul déplacement qui leur était autorisé, que les services étaient perturbés. L'idée était de vraiment comprendre le sens de notre action, de savoir quelle offre les BU pouvaient offrir et qu'est-ce qui faisait que nos étudiants restaient parmi nous, dans nos structures et venaient extrêmement régulièrement. Et qui étaient-ils ? Donc cette synthèse des enquêtes, c'est 8 établissements documentaires sur un panel d'un peu plus de 12 000 répondants, principalement étudiants, avec des questionnaires et des objectifs. Alors, on a mis différents, mais c'est différent, mais commun dans des grandes thématiques qui étaient à chaque fois l'équipement technologique des usagers, c'est-à-dire on propose des ressources électroniques, par exemple, et on a ouvert nos offres au moment du confinement, puisque beaucoup d'éditeurs ont permis une libération ou une proposition d'accès supplémentaire. Oui, mais quid de l'accès à Internet, quid des conditions de travail ?
quelles étaient les principales raisons de leur fréquentation, quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs usages des ressources électroniques, c'est-à-dire qu'on pouvait penser que la bibliothèque était finalement un service public qui est tout à fait adaptable à ce genre de situation, puisque une grande part de nos collections était accessible en numérique. Est-ce que ce service-là a été vraiment utilisé ? Et quels étaient les moyens que les étudiants avaient de se tenir informés de notre offre ? On a tous continué à alimenter des sites web, on a tous continué à alimenter des réseaux sociaux, on a essayé de communiquer via les portails des universités. Est-ce que ces méthodes-là, est-ce que ces moyens, ces médias étaient suffisants ? Alors, on a eu, je pense, sur l'ensemble des bibliothèques, la surprise et la satisfaction d'avoir de nombreux répondants. À un moment où on ne voyait plus personne, où on était chacun derrière nos ordinateurs, le nombre de réponses apportées à ces questionnaires courts a été assez conséquent. On a ressenti comme un besoin eux-mêmes des étudiants d'être interrogés. Ils étaient contents en fait d'être interrogés, ils étaient contents de répondre à nos questions, et on le voit aussi par le nombre de commentaires libres qui ont été ajoutés en fin de questionnaire. Ils étaient vraiment demandeurs de ce dialogue qui se réinstaurait avec une partie de l'institution universitaire qu'incarnaient les bibliothèques. Alors, la première thématique commune en fait dans les différentes enquêtes, c'était l'équipement technologique des étudiants. On s'est aperçu rapidement, alors je dirais c'est des choses on pressentait, on savait déjà, mais ça a vraiment explosé là pendant ces périodes de confinement, c'est finalement des connexions Internet et des besoins et un outillage, un équipement informatique qui restait globalement pas complètement satisfaisant. On vous a mis quelques exemples là. Sur Le Havre, on a 60% des étudiants qui considèrent que leur connexion est suffisante, mais 30% qui est moyenne. Donc, est-ce qu'on doit considérer qu'une connexion moyenne est suffisante pour suivre des cours en visio, faire des travaux de groupe avec plusieurs interlocuteurs, mettre ou pas la vidéo quand on suit un cours ou quand on fait un exposé ? À Caen, 31% en moyenne. À Lyon, 24% est jugée mauvaise, donc grosse ville universitaire. À Paris, 17% mauvaise et 15% à Toulouse. Donc on voit encore que sur un panel d'étudiants en études universitaires, le besoin de base, et notamment renforcé pendant le confinement, d'un accès à Internet est relativement pas satisfaisant dans les conditions actuelles, et que ça leur a posé problème. De la même manière, les équipements informatiques restent beaucoup autour de l'ordinateur portable, mais de nombreux étudiants ont également, sont également plaints de la mauvaise qualité de leur équipement informatique. C'est-à-dire qu'ils étaient équipés d'un ordinateur portable, mais cet ordinateur avait était lent, était poussif, n'était pas actualisé, n'était pas de qualité. Quant à tous ceux qui n'ont que le smartphone, là, il y avait vraiment un manque énorme parce que sur un petit écran, le suivi des cours et des enseignements devenait réellement périlleux. Suite à ces différents constats, il y a beaucoup de bibliothèques qui ont réagi assez rapidement. Donc, dans certaines BU, c'était le cas à Caen, c'est le cas aussi au Havre, on avait déjà du prêt d'ordinateurs portables qu'on a renforcé. C'est-à-dire que la bibliothèque a pris en charge un service et a été l'interlocuteur privilégié des établissements universitaires pour prêter largement et au semestre des équipements informatiques. À Lyon 3, ils ont même prêté des clés 4G. Ils étaient l'interlocuteur de l'université pour un prêt de 4G qui a eu un énorme succès. La connexion Internet stable et un ordinateur qui supporte plusieurs heures de travail sans devoir l'éteindre pour qu'il refroidisse, c'était ce que, par exemple, nous pouvait nous dire dans les commentaires un étudiant de licence au Havre. Donc, premier item, en fait, sur l'équipement informatique, un vrai manque qui a été l'objet, du coup, de souhait de trouver des solutions. Je rajouterai un quatrième item. Là, au Havre, par exemple, on a réinstallé complètement l'espace de la bibliothèque
qui est l'entrée, l'atrium, en redisposant tous les canapés acoustiques qu'on avait dans la bibliothèque pour les redescendre sur le rez-de-chaussée afin de permettre aux étudiants de se connecter, c'est-à-dire que on ne proposait pas un service qui était le silence et le travail en silence, mais au contraire, on les encourageait à venir parler dans les bibliothèques de telle manière de ne pas déranger les autres, mais parce qu'il y avait un vrai manque d'espace qui leur permettait, avec un équipement informatique, de pouvoir s'exprimer. Premier item d'équipement. Oui, alors la question suivante portait sur l'usage des ressources électroniques. Et donc, le confinement a sans aucun doute favorisé la promotion de la documentation en ligne. C'est certainement le moment où on aura le plus évoqué toutes nos bases de données sur nos pages Facebook. Mais les enquêtes ont montré une méconnaissance de ces ressources, d'une part, et du moyen pour y accéder, d'autre part. Pour vous donner un exemple, 46% des usagers à Toulouse ont eu des difficultés à obtenir des résultats à la hauteur de leur attente. La question de la formation des usagers, lorsqu'elle est posée dans les enquêtes, ça n'a pas été le cas partout, montre son efficacité dans ce domaine au point de vue des résultats exprimés par les étudiants. Alors au Havre comme à Lyon 3, les usagers demandent des tutoriels pour utiliser les catalogues. Ils connaissent mal aussi les services numériques, comme le compte lecteur et la réservation de livres. Ils butent surtout lors de leurs tentatives pour trouver des ressources en ligne pertinentes. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les commentaires qui sont faits, un peu comme la caverne d'Ali Baba, il y a une prise de conscience des étudiants que l'on ne peut pas se passer à distance du catalogue en ligne et des ressources électroniques. Il faut vraiment définir ce que l'on cherche dans sa méthode pour pouvoir trouver des résultats pertinents. Et donc, une formation assurée par les bibliothécaires, qu'elle soit spécialisée pour les masters ou que ce soit une initiation au fonctionnement de la bibliothèque, du catalogue et des outils au moment de la rentrée à destination des licences, tout cela, ça permet aux étudiants d'être plus performants dans leur recherche. Et on a aussi constaté que lorsqu'elle est complétée par une démonstration réalisée par son enseignant, cela devient encore plus efficace et encore plus facile pour l'étudiant. Alors, pourquoi venir à la BU pendant le confinement ? Le top 1 des motifs, c'est toujours travailler ou réviser au calme. Venir à la BU est fortement lié à l'idée de concentration et de motivation, ça c'est vraiment clair. Ça apparaît dans plusieurs résultats d'établissements différents. Et les autres motifs qui peuvent être pas forcément cités dans cet ordre, mais en tout cas on les retrouve dans le top 5, c'est emprunter des documents, voir du monde. La Wi-Fi, et là en particulier, c'est pour suivre ses cours en visio qu'elle est utile. Et puis le photocopieur, l'inénarrable photocopieur qui est indispensable aux étudiants. La BU répond à un besoin d'un lieu confortable et structurant pour travailler. C'est aussi un lieu de sociabilité. Même si on ne se parle pas, voir d'autres personnes travailler motive à faire de même. En ce qui concerne la Wi-Fi, la BU a dû s'adapter à ce nouveau besoin, être isolée pour pouvoir parler à voix haute. La bibliothèque de Lyon 3 a ainsi entamé une réflexion sur ces espaces de travail et comme Isabelle le disait, la BU du Havre a regroupé dans son hall d'accueil tous les canapés individuels acoustiques. Et puis pour finir aussi sur cette diapo, un résultat à Rouen. Enfin, 20% des répondants à l'enquête sont venus à la bibliothèque pour la première fois. On avait posé la même question en 2018 et le résultat était de 2%. Donc, on peut constater que 20% ont découvert la BU pour la première fois pendant le confinement.
Une des questions communes portait sur qu'est-ce qui a le plus manqué aux étudiants pendant cette période. Selon les questionnaires, plusieurs propositions étaient données à choisir pour cette question, parfois complétées par les répondants dans les commentaires. Donc, par exemple, pour les salles de travail de groupe, des espaces de travail, des horaires élargis aussi, et puis l'accès aux collections. Les résultats diffèrent en partie. Pour les étudiants de Sciences Po, c'est le calme et l'environnement de travail qui a le plus manqué. Alors, pour vous donner une petite précision sur le public qui a répondu à l'enquête, il y avait 40% en bachelor, qui correspond au niveau licence, 51,5% en master et 4,2% de doctorants. Pour Lyon 3, Rouen et Toulouse, les horaires d'ouverture restreints sont source de déception. Au Havre, les étudiants regrettent les salles de travail en groupe. Et enfin, pour les étudiants de Caen et de Sorbonne Nouvelle, c'est l'accès direct aux collections qui a manqué le plus. Alors, les résultats n'ont pas permis d'analyser cette question par niveau d'étude des répondants, soit par manque de réponse de certaines catégories d'usagers, soit par absence de segmentation dans les questionnaires. Mais ça aurait pu être intéressant de le faire. Alors, comme vous pouvez le voir dans ce petit florilège de commentaires, les réponses des différents questionnaires positionnent la BU physique comme un lieu structurant pour les étudiants. Plus qu'un simple service documentaire, les bibliothèques dans leurs murs sont associées à l'idée de calme, de motivation, de cadre propice à l'étude et à la sociabilité. La question des moyens de communication s'est posée d'une manière assez essentielle dans cette période pour que les bibliothèques puissent adapter leur stratégie de communication à distance. Et donc, le principal outil d'information cité reste le site web pour 5 SCD ou bibliothèques de l'ESR. À Rouen, les enseignants sont cités en premier, mais le site web arrive en seconde position. Les réseaux sociaux viennent finalement après les principales sources d'information académiques et institutionnelles. On aurait pu s'attendre à un autre résultat. Alors, en guise de conclusion, on peut se dire que finalement, les enquêtes lancées auprès du public pendant les périodes de restrictions sanitaires ont toutes eu vocation à comprendre les besoins des usagers et ce qui leur manquait le plus. Selon la période durant cette crise, la BU est apparue comme le seul lieu ouvert au cœur du campus. Ce geste est salué dans les commentaires nombreux analysés dans les résultats. Comme vous pouvez le voir sur le petit commentaire. Et encore plus sur cette diapositive. On peut se demander à la lecture de la reconnaissance et du manque exprimé si ces témoignages doivent être pondérés par le fait que dans une période d'isolement comme celle qu'on a connue, toutes les habitudes de sociabilité et de vie paraissent plus douces. C'est certainement vrai, mais même si les bibliothèques bénéficient d'une manière traditionnelle d'un sentiment d'estime, que l'on peut percevoir quand on est à l'accueil de sa BU ou dans d'autres enquêtes en période normale. En même temps, ces enquêtes ont permis de sensibiliser le personnel de nos BU aux besoins de nos publics, de lui démontrer le sens qu'il y a à être présent sur les lieux et à assurer notre mission d'accueil. Elles auront aussi servi à faire la démonstration de l'impalpable plus-value des BU, selon une jolie expression de ma voisine. Est-ce que vous avez des questions sur ces petites enquêtes ? Ah, il y a un autre micro, parfait. Bon, bah, c'est bon, je vais le garder. Merci.
J'ai une question, mais la réponse sera peut-être différente dans chaque BU qui a administré cette enquête. À qui l'enquête a-t-elle été diffusée et comment ? Alors, principalement par différents canaux. Je pense que les bibliothèques qui ont eu la satisfaction d'avoir un grand nombre de réponses, c'est celles qui ont pu communiquer le plus massivement. Le mail a été assez décisif, c'est-à-dire un envoi à l'ensemble de l'université par mail, mais aussi des accès par le site web et un relais sur tous les réseaux sociaux. Donc, entre, par exemple, Le Havre, nous, on a pu faire un envoi vraiment massif par mail et répété qui venait donc de la voie institutionnelle, c'est-à-dire qui venait de la présidence. On a vraiment eu beaucoup de réponses. Ça marche. Du coup, une des questions que je me posais en vous entendant, c'est est-ce que vous avez eu des réponses de gens qui ne fréquentaient pas les bibliothèques et est-ce que vous êtes intéressé au pourquoi ? Alors, on peut pas le segmenter comme ça, en fait. Ce qu'on a posé comme question, ce que la plupart des bibliothèques ont posé comme question, c'est est-ce que vous veniez habituellement à la bibliothèque ? Donc, en fait, l'enquête, elle s'adressait à l'ensemble des étudiants, ceux qui venaient et ceux qui venaient pas. Après, dans ceux qui ont répondu, on a beaucoup de gens qui ont dit majoritairement qu'ils venaient habituellement, donc ils étaient déjà fréquentants. Dans certaines bibliothèques, on a découvert des nouveaux fréquentants. Mais après, les questions, elles étaient tournées vers une question d'usage des lieux et des services. Et donc, celui effectivement qui n'était absolument pas, qui ne se sentait pas du tout concerné par les services, il avait finalement peu de questions auxquelles il pouvait vraiment répondre. Oui. Oui, bonjour, Clémence Jost, Sorbonne Nouvelle. Donc je réponds puisque nous, dans notre enquête, on a dirigé pas mal de questions vers les étudiants qui ne venaient pas à la bibliothèque. Donc nous, la bibliothèque étant à Paris intramuros, la raison principale, c'était l'éloignement. Les étudiants qui venaient, c'était surtout ceux qui habitaient à Paris, Petite Couronne. Ceux qui habitaient plus loin, ceux très nombreux qui étaient repartis en province chez leurs parents, ne venaient pas. Donc c'était principalement ça qui discriminait le fait de venir ou pas. Voilà. En ce qui concerne l'enquête rouennaise, j'avais segmenté le questionnaire en deux, entre les personnes qui fréquentaient sur place la bibliothèque et ceux qui utilisaient ces ressources à distance. Et donc, alors, juste pour compléter, j'avais exactement la même question et pour l'élargir un peu, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur la méthodologie, notamment, mais c'est un peu les questions. Alors, c'est très naïf, je ne connais pas du tout les enquêtes auprès des utilisateurs et notamment sur les éventuels biais de réponse et est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de traiter et dans ce cas, comment vous faites ça pour essayer vraiment de tenir compte de l'ensemble. Et ensuite, est-ce que vous avez des méthodes, notamment de redressement ? Ma question est intéressée. Moi, je travaille à l'Observatoire de la vie étudiante, je travaille sur une enquête conditions de vie des étudiants, donc dans lesquelles toutes ces problématiques se posent. Alors, ce qu'on vient de faire là, c'est un exercice de haute voltige. C'est-à-dire que lorsqu'on a discuté de nos enquêtes au sein de la commission pilotage et évaluation, on avait tous le projet d'interroger nos étudiants. On était d'accord sur rien du tout concernant les contenus. La conclusion de notre séance de travail ce jour-là, ça a été de dire l'important, c'est de faire une enquête. Et comme on était 3 Normands au sein de cette commission, on a décidé de se rencontrer en dehors de la commission pour se mettre d'accord sur quelques questions communes, sachant qu'on avait aussi des objectifs différents et des situations différentes, des services différents, etc. Et donc, du coup, entre le questionnaire normand avec des questions différentes et des questions communes, les autres bibliothèques, on parlait des bibliothèques parisiennes et des bibliothèques de province, c'est une véritable différence parce que les publics ne réagissent pas de la même manière.
Tout ce qu'on vous a présenté là, c'est le résultat d'enquêtes très différentes menées d'une manière individuelle dans chaque établissement. Et on a fait un essai de synthèse. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'exercice de haute voltige, parce qu'on ne peut pas essayer de raccrocher des morceaux là où il n'y a rien de commun, en fait. Et donc, du coup, quand on a analysé avec Isabelle les choses, on a effectivement trouvé des grandes tendances qu'on vous a présentées. Nous, on avait déjà fait l'exercice à nous trois en Normandie, donc on avait vu effectivement qu'on avait des résultats parfois qui allaient dans le même sens, parfois qui étaient un peu plus nuancés. Il y a une diapo, par exemple, sur l'équipement informatique, sur la connexion suffisante. À Rouen, moi, j'avais mis juste 2 possibilités de réponse. Ma connexion n'est pas suffisante pour faire ce que j'ai à faire. Ma connexion est suffisante pour ce que j'ai à faire. À Caen et au Havre, ils ont nuancé. Ils ont mis une 3e possibilité de réponse. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une réponse un peu moyenne. Voilà, donc du coup, on ne peut pas vous donner des chiffres précis, amalgamer des choses qui ne peuvent pas l'être. Du point de vue de la méthodologie, c'est absolument pas scientifique. Donc, voilà. Après sur le format, juste pour compléter, je pense que toutes les bibliothèques qui ont lancé des enquêtes, et là on vous cite celles qu'on connaît parce qu'on est dans la commission et qu'on a pu obtenir les résultats, mais il y en a beaucoup d'autres en fait qui en ont lancé aussi à ce moment-là. L'idée, c'est d'avoir ce type d'enquête très courte. Nous, on les appelait les enquêtes flash. Donc, on dit enquête flash BU en tant que confinement. Donc, c'est un modèle court, des questions relativement courtes, de la possibilité d'ajout de commentaires. Et donc, sur ce type d'enquête qui est vraiment conditionné à une temporalité, c'est-à-dire on fait cette enquête-là parce que on a un environnement qui se prête à des questions très particulières et ça ne se reproduira pas dans 1 an ou 2. On a essayé dans la mesure de nos moyens, mais d'essayer de contrebalancer les biais méthodologiques, mais il n'y a pas eu d'études en fait sur précisément la manière de dévier des biais, la manière de redresser des résultats. Et je pense que c'était pas pour beaucoup des bibliothèques, alors pas pour toutes, hein, mais pour beaucoup des bibliothèques, il n'y avait pas de visée vraiment scientifique. Je pense que c'était vraiment de retrouver un contact et de pouvoir dire aux usagers, on est là, on vous écoute, parlez-nous. Et ils ont saisi cette opportunité en ajoutant notamment tous les commentaires libres. Et ces commentaires, elles ont été vraiment très précieuses pour beaucoup de bibliothèques qui ont pu derrière mettre en place des différents services. Oui. Donc c'est à nuancer par rapport à une enquête qui pourrait être nationale ou qui pourrait être sur une enquête vraiment de fond sur les usages, qui nécessiterait là des principes méthodologiques beaucoup plus poussés. Oui, c'est juste pour dire, à Toulouse, on a pris un biais totalement différent puisqu'on a choisi d'interroger uniquement ceux qui est réservé pour venir sur place, pour avoir les fréquentants uniquement. Donc ça nous a fait un panel tout à fait différent et tout à fait intéressant parce qu'on a vu qu'on avait des habitudes tout à fait différentes de celles qu'on avait généralement. Hein. Et ça a été donc du coup très peu de répondants par rapport à ce que vous avez eu en Normandie. Mais ça a été vraiment utile pour nous pour voir pourquoi ils venaient et qui venait. Enfin, ça qui venait, on les avait par les réservations, mais on savait pourquoi ils venaient. Voilà. Et ça rejoint les grandes tendances nationales.
qu'en fait, voilà, il y a eu un vrai besoin de documentation et aussi des espaces qui ont été recréés en ligne. Je m'éloigne, mais voilà. Le besoin de bibliothèque a été vraiment extrêmement redit, souligné pendant la période. Et selon les statuts de l'usager, on a eu des réponses très variées. Alors, l'intérêt vraiment de ces enquêtes, c'est de voir ce qui pouvait nous surprendre. Moi, pour ma part, dans tous les commentaires que j'ai lus, il y avait quelque chose qui m'a paru très intéressant, c'est la bibliothèque comme cadre, comme structure de motivation. Et les bibliothèques universitaires s'intéressent beaucoup à l'impact des bibliothèques sur la réussite étudiante. Comme indicateur, comment peut-on mesurer l'impact des bibliothèques sur la réussite d'un cursus universitaire ? Une partie qui pourrait être analysée sont vraiment ces réponses en termes de commentaires qui nous disaient « Nous, on a besoin du lieu, on a besoin de l'espace. Comment on se motive chez soi tout seul sur son canapé en partageant sa connexion avec ses parents, ses frères et sœurs et son frigo. On a besoin de l'espace, du lieu, on a besoin de voir les autres étudiants travailler, on a besoin de côtoyer quelqu'un, un camarade, un collègue du même niveau qui vient là, lui-même aussi, pour se concentrer. Et donc, il faudrait faire quasiment un nuage de tags de tous les mots qui concernent la concentration, la motivation, le calme, pour vraiment comprendre ce que la bibliothèque pouvait, à un moment donné, représenter de manière symbolique pour les étudiants qui se retrouvaient d'un seul coup privés de cet espace. Ainsi que les verbatims qui étaient intéressants et dont vous avez pu apercevoir quelques exemplaires voilà, au niveau de l'espace café. Et maintenant, justement, c'est une bonne transition puisqu'on a vu qu'est-ce qui se passe quand voilà, on n'a pas forcément les ressources humaines dédiées et qu'on fait un peu avec les moyens du bord. Il se trouve que la crise sanitaire a également bousculé les grandes enquêtes menées au sein de grandes bibliothèques comme la BNF, la BPI ou encore à l'Observatoire de la vie étudiante. Donc maintenant, je vais laisser Cécile qui va animer la table ronde avec donc, les différents participants. Donc Carès Belguit, directeur de l'Observatoire de la vie étudiante. On a également donc, Muriel Amar. Enfin, ils vont se présenter rapidement, ce sera plus facile pour que vous les identifiez une fois qu'ils seront installés. Voilà, donc allez-y. Vas-y, parle. Oui. Voilà, donc ça va vraiment être l'occasion de s'intéresser sur la méthodologie, la temporalité aussi, du fait que la crise sanitaire a bousculé le temps d'enquête traditionnel. À travers donc le regard de grandes institutions et plus largement de l'Observatoire de la vie étudiante, puisque depuis, c'est assez récent, maintenant il y a une enquête qui intègre une question sur les bibliothèques et M. Belguit pourra vous en parler de manière plus détaillée. Est-ce que, voilà, en attendant le lancement du PowerPoint, donc on remercie l'ensemble des participants. Effectivement, l'idée de la commission et de Nelly était de travailler autour de l'articulation entre des enquêtes institutionnelles de grands établissements et des enquêtes locales. On a eu une bonne introduction avec Michael Douglas qui nous disait qu'en Grande-Bretagne, effectivement, avec un contexte universitaire, vous savez, extrêmement différent, il y a quand même une enquête nationale qui doit vraiment
être intéressante parce qu'au-delà de l'ESGBU, c'est une enquête qui pose aussi des questions sur la valeur de l'université et en quoi la valeur de la bibliothèque, pardon, et en quoi la bibliothèque contribue à la réussite étudiante. Donc il y a vraiment des questions d'impact. Donc là, nous avons le grand plaisir de réunir nos 4 représentants de différents grands établissements. Donc Ferez Belguide, le directeur de l'Observatoire de la vie étudiante, qui prendra la parole et qui nous parlera de l'enquête que vous connaissez sans doute, l'enquête Observatoire de la vie étudiante qui paraît tous les 3 ans. Voilà, une enquête barométrique qui a été légèrement réfléchie récemment parce que je crois que grâce au lobbying de Hélène Coste notamment, il y a une question maintenant sur la bibliothèque, sur la fréquentation de la bibliothèque. Ensuite, nous accueillerons Christophe, que tout le monde connaît sans doute, Christophe Evans, donc le chef de service études et recherche de la Bibliothèque publique d'information. Je présenterai un peu plus précisément ses interventions tout à l'heure. Irène Bastard, que vous connaissez sans doute tous aussi également, de la délégation de la stratégie, à la stratégie et à la recherche de la BNF et qui s'occupe des enquêtes de public dans cet établissement. Et Muriel Amar, qui, ancienne collègue de Christophe et maintenant enseignante, et qui nous parlera d'une enquête, une enquête qu'elle a menée il y a quelque temps à la BPI, à l'époque où elle travaillait également au service études et recherches, et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Donc je vous laisse la parole sur... Merci. Donc oui, alors moi je vais vous parler. Alors je vais peu vous parler de bibliothèque, puisque vous l'avez dit, on a dans cette enquête 2 questions seulement sur les bibliothèques. Dans l'avenir, les choses peuvent évoluer. Elles ont évolué puisque on avait jusqu'en 2016 une seule question sur les bibliothèques et donc tout un travail, donc vous l'avez dit, de lobbying a permis d'introduire une question supplémentaire dans cette enquête qui est une enquête nationale sur les conditions de vie des étudiants, donc qui est une enquête qui date de 1994. Donc la première édition de cette enquête a eu lieu en 1994. Donc on est maintenant à la 9e édition de cette enquête. C'est une enquête qui a beaucoup évolué et qui s'est adaptée avec le temps sur différents aspects, que ce soit sur le champ de l'enquête elle-même, puisque jusqu'en 2006, c'était une enquête qui était réalisée auprès des étudiants d'université et de classes préparatoires aux grandes écoles. Elle couvre maintenant, je le dis dans 2 secondes, elle couvre maintenant un champ beaucoup plus large de l'enseignement supérieur, c'est environ 83% des filières de l'enseignement supérieur. Donc sur le mode de passation, on était sur des enquêtes papier jusqu'à il y a peu, on est passé donc à des enquêtes en ligne. Sur les méthodes d'échantillonnage, là aussi, je vais en parler dans 2 petites secondes. Et puis sur les thématiques, puisque c'est une enquête qui est évolutive. Et donc, pour vous donner un dernier exemple, c'est en 2020, on a introduit tout un blog sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Voilà, donc c'est un dispositif, donc une enquête qui est vraiment très très lourde. C'est une enquête, donc on l'a dit, on réalise une enquête tous les 3 ans. À l'heure actuelle, alors on parlait tout à l'heure de dispositifs 12 personnes. L'Observatoire de la vie étudiante, en fait, c'est un tout petit organisme. Nous sommes 5 personnes et réellement 3 qui travaillons au quotidien sur la réalisation des enquêtes. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui, pour l'instant en tout cas, ne peut pas être mieux qu'une enquête tous les 3 ans.
Donc c'est une enquête qui nécessite un an de préparation et surtout c'est une très grosse enquête dans le sens où puisqu'elle essaie d'aborder l'ensemble des thématiques, conditions de vie des étudiants, et donc on se retrouve quand même avec un questionnaire, donc on est à plus de 400 questions, un temps de passation moyen d'1 heure, donc il faut réaliser une heure en ligne, faire répondre des étudiants pendant 1 heure en ligne, c'est quelque chose de très très lourd. Voilà, donc ça a un certain nombre d'impacts sur la réalisation des enquêtes. Alors rapidement, donc la population enquêtée, je vous le disais, depuis 2010, on est sur quelque chose d'à peu près stable, où donc on va avoir les universités, les grands établissements, les sections de techniciens supérieurs, les classes préparatoires de grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et les écoles de la culture, donc 83% de la population étudiante. Et puis, puisque c'était un petit peu pour moi l'objectif, c'était de parler un petit peu de la méthodologie de ce type d'enquête et un peu des difficultés qu'on a quand on réalise ce type d'enquête, puisque la particularité par rapport aux enquêtes sur les bibliothèques qui, me semble-t-il, moi je connais assez peu, mais sont des enquêtes sur les usagers. Donc on va directement s'adresser à des usagers. Là, en l'occurrence, on est sur une enquête où on va s'adresser à l'ensemble des étudiants. Et donc, il va falloir contacter, et pour ça, récupérer des informations de contact notamment auprès des étudiants. C'est la première étape de cette enquête, la constitution d'une base de sondage. Et donc pour ça, on contacte les établissements un à un pour leur demander de nous transmettre les fichiers d'inscrits. Et donc l'objectif est de dépasser les craintes et lever les réticences, et on en rencontre un certain nombre, de dépasser les réticences des établissements. Et donc là, je ne sais pas si c'est vraiment visible sur les chiffres, mais vous pouvez le voir, on va avoir en fait des établissements qui vont plus ou moins participer. Alors l'université maintenant connaît, les établissements, les universités connaissent assez bien l'enquête, travaillent avec nous, on travaille avec la CPU de manière très très rapprochée, donc on a des taux de réponse en général de 100%. Là c'est 99% parce que un des établissements, je ne sais plus lequel, mais qui était pas, qui au moment où on réalisait l'enquête n'était pas encore, était en décalage, je crois que c'était les DOM, je ne sais plus quel. Bon, voilà, donc c'était un peu particulier, mais sinon on est quand même sur un taux de participation assez important. Par contre, on peut voir que dans d'autres types d'établissements, on a plus de difficultés à convaincre les établissements de participer à ce type d'enquête. Et c'est notamment là, vous voyez, les écoles de commerce, puisque en fait, on rencontre des établissements qui ont un certain nombre de craintes. Alors d'abord la transmission, puisque ce qu'on demande quand même, c'est la transmission de données nominatives. On demande donc le nom, le prénom, un certain nombre d'informations et des informations de contact des étudiants. Et donc ça, les établissements sont parfois très très réticents à nous transmettre. Donc il y a vraiment tout un travail à faire pour convaincre les établissements de nous transmettre ces informations-là. Donc c'est quelque chose qui est partagé par tous les établissements qui font des enquêtes sur les conditions de vie des étudiants. Les OVE d'université qui, eux, sont plus en contact, ont plus de facilité, mais malgré tout, il faut quand même faire tout un travail pour que toutes ces informations soient transmises. Sachant qu'on travaille dans un cadre très très strict. On a une déclaration CNIL, tout est vraiment encadré. Le RGPD entoure tout ça, mais malgré ça, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué de réussir à constituer. Je pense que c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des enquêtes auprès des étudiants, et notamment, on le voit, les associations étudiantes tentent de faire des enquêtes auprès des étudiants, et on le voit, c'est vraiment la principale difficulté, c'est-à-dire pouvoir accéder à une liste de contacts des étudiants. Donc la deuxième étape, c'est l'échantillonnage. Donc vous voyez un petit peu, c'est en lien avec un petit peu mes questions de tout à l'heure. La deuxième étape, c'est celle de l'échantillonnage. Donc une fois
la base de sondage constituée. Et là aussi, les difficultés qu'on va rencontrer vont être... on a en fait un certain nombre d'établissements assez hétéroclites, avec des tailles d'établissements assez différentes. Et donc, toute la difficulté, c'est de pouvoir constituer un échantillon représentatif, avec des guillemets, puisqu'on va parler plutôt de représentativité statistique, avec une logique générale qui est celle de surreprésenter les petits établissements et les petites filières disciplinaires. Et bien sûr, l'autre difficulté qui est apparue depuis quelques années, c'est, puisque nous, on est sur une enquête nationale, hein, donc jusqu'à il y a peu, on était vraiment sur une entrée nationale. On se rend compte qu'on a des demandes et en effet, de plus en plus, l'intérêt porte sur des analyses et des données territorialisées. Et donc, on essaie de plus en plus de mieux tenir compte, notamment tenir compte des régions, des tailles de régions, et des différences de taux de réponse dans les tailles des régions. Donc c'est une enquête qui actuellement permet d'analyser un peu plus finement disons, au niveau régional, on va avoir des choses assez solides sur les grandes régions. Donc on va avoir je dirais 6 ou 7 grandes régions sur lesquelles on a des résultats solides. Pour le reste, ça reste quand même encore un petit peu compliqué. J'essaie d'aller un peu plus vite. Il vous reste 5 minutes. Alors, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Donc, la troisième étape, vous voyez, donc, dans la méthodologie, c'est contacter les étudiants. Et là aussi, l'objectif, c'est d'inciter les étudiants à répondre à l'enquête. Alors, nous, on a tout un protocole, hein, donc avec l'envoi d'un courrier officiel, l'envoi d'un mail officiel. On a un certain nombre de relances auprès des étudiants, donc 5 relances sur toute la durée d'enquête. Depuis la dernière enquête, donc, on a une campagne de SMS. Et puis on essaie de proposer, enfin de faire gagner des sommes aux étudiants, donc 150 versements de 100 € pour voilà, inciter les étudiants à participer. Et donc tout ça dans un contexte, c'est un peu le contexte, là pour le coup que tout le monde en rencontre, c'est un contexte de sursollicitation en fait hein, des étudiants. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous remonte, je sais que pour ce qui est des organismes comme l'OVE et tous les organismes en fait, hein, qui font des enquêtes auprès des étudiants, maintenant la première chose qui remonte, c'est vraiment j'allais dire un ras-le-bol, alors peut-être sans aller jusque-là, mais quand même une certaine lassitude des étudiants qui sont contactés, qui sont très très régulièrement contactés et qui voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. Et donc, bon, alors, je vais passer rapidement hein, sur les taux de réponse. On a des taux de réponse qui sont assez variables hein, selon le type d'établissement. Mais voilà, donc vous voyez, on arrive, et ça, c'est quelque chose que à peu près tous les organismes qui font des enquêtes rencontrent. On est sur une érosion des taux de réponse aux enquêtes sur les conditions de vie. Globalement, hein, on est sur ce type d'enquête, enquête conditions de vie, on tourne autour de 25% de taux de réponse. Il est assez rare d'avoir plus de 25%. Là, vous voyez que entre 2010 et alors je vais m'arrêter à 2016, entre 2010 et 2016, on a un taux de réponse qui petit à petit chutait. Il se trouve que l'enquête de 2020 a été en fait sauvée par le confinement puisqu'elle a débuté une semaine avant le confinement. Pendant cette première semaine, on observait des taux de réponse beaucoup plus faibles que ce qu'on observait précédemment. Donc a priori, c'était une enquête qui allait pour le coup droit dans le mur en termes de taux de réponse. Et cette enquête a été complètement sauvée par le confinement. Enfin, les étudiants se sont retrouvés, et on l'observe hein, réellement, dès les premiers jours de confinement, on a un taux de réponse qui est reparti et qui nous a permis finalement de sauver les meubles. Donc concrètement, on sait très bien que la prochaine enquête risque d'être de ce point de vue-là compliquée, et ça ouvre, alors l'OVE, mais un certain nombre d'autres organismes, je sais que le CEREC est en train de faire la même chose, ouvre des réflexions sur comment changer ce type d'enquête. Et je fais une enquête d'1 heure auprès des étudiants, c'est quelque chose de très lourd. Enfin, voilà. Et donc il y a toute une réflexion sur comment essayer d'améliorer en fait hein, ce genre d'enquête pour essayer malgré tout dans ce contexte 2 minutes
dans ce contexte d'améliorer les choses. Alors, ce que je vais faire, bon, je vais passer rapidement. Donc, l'enquête, nous, on a été dans un contexte très, très particulier. On a dû faire 2 enquêtes supplémentaires pour interroger des étudiants donc, sur les effets de la crise. Je ne vais pas en parler là. Et puis, je vais aller assez vite aussi sur vous pourrez trouver tous ces résultats sur le site de l'Observatoire, sur les résultats sur les conditions de vie des étudiants. Mais vite, parler des 2 questions, en fait. Sur l'usage d'une bibliothèque, on avait une question qui était une question classique qu'on a depuis 1994 sur l'usage des bibliothèques, donc sur la fréquentation de la bibliothèque. Vous voyez, donc avec, on va donc d'une fréquentation régulière à pas de fréquentation et il n'y a pas de bibliothèque. Et puis donc une deuxième question qui justement nécessitera d'être exploité, qui porte sur l'adaptation donc de la bibliothèque sur un certain nombre d'items aux besoins des étudiants. Je vais très très vite sur la première, mais vous pouvez voir que alors le champ ayant changé, la courbe qui sera intéressante, c'est celle de l'université. On voit que on a quand même une petite érosion au fil des années. On tournait autour de 50% de fréquentation régulière de la bibliothèque jusque dans les années 2010. Et puis petit à petit, une petite érosion. Et on tourne maintenant autour un petit peu plus de 40% d'étudiants qui déclarent fréquenter, utiliser de manière régulière la bibliothèque. Sachant que c'est une question très très générique. Dans l'utilisation, on ne pose pas de questions spécifiques sur quel type d'utilisation. On est vraiment sur une utilisation régulière de manière générale, sans entrer dans le détail. Sur la deuxième question, donc, qui est l'évaluation de l'adaptation des bibliothèques aux besoins des étudiants, qui est pour nous donc la question nouvelle, et qui, là, je vous présente ça de manière très très rapide, puisque l'objectif derrière, c'est de trouver un petit peu les modalités avec la DBU, de comment analyser ça, et surtout comment mettre en lien, puisque c'est la richesse de ce type d'enquête, c'est-à-dire, et ça renvoie à la première question que j'avais posée tout à l'heure, c'est-à-dire comment mettre en lien ces informations-là avec les caractéristiques des étudiants et puis avec leurs conditions d'études et leurs conditions de vie. C'est là où on aura des informations plus importantes. Toujours est-il que, donc interrogé sur l'adaptation des bibliothèques à leurs besoins, on a de manière générale presque 80% des étudiants qui jugent que les bibliothèques, donc là on est uniquement sur le champ de l'université, qui jugent que les bibliothèques sont bien ou très bien adaptées à leurs besoins. Et puis quand on rentre dans le détail, on voit que la disponibilité donc, en termes de livres et de revues papier mis à disposition, on est à 77,5%. En termes d'accueil et de renseignement, on est à 75%. Par contre, et c'est de toute façon une constante, en termes de nombre de places, c'est là où on voit une vraie chute, puisque 46,5% des étudiants jugent le nombre de places adaptées ou bien adaptées à leurs besoins. Une petite nuance sur ces chiffres-là, pour finir très vite, on va observer donc des variations selon un certain nombre de caractéristiques. Alors certaines qui sont, j'imagine, bien connues, le niveau d'études, la satisfaction générale baisse à mesure que le niveau d'études augmente. Je ne sais pas si ce sont des chiffres que vous rencontrez. Je vous dis, moi, je connais assez peu, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on a observé. Vous voyez, on passe de 83% en première année, 76% à Bac plus 5, 67,8% à Bac plus 6. Et puis, sur les items spécifiques sur lesquels la satisfaction va être les plus faibles, on va avoir les horaires d'ouverture, les livres et revues à disposition et le cadre général. De la même façon, sur les disciplines, là, on va trouver spécifiquement les disciplines de santé qui vont être un petit peu en dessous en termes de satisfaction, donc l'adaptation à leurs besoins, et en particulier sur le nombre de places disponibles. Là, on voit, on a un vrai décrochage, puisque 29,7% des étudiants en santé considèrent que la bibliothèque est adaptée à leurs besoins en termes de places disponibles, contre 54,3% en SHS, 52,4% en sciences. Et 2 autres éléments qui sont là peut-être plus la plus-value, puisque c'est des choses qu'on trouve plus rarement dans les enquêtes sur les usagers, qui vont être liées un petit peu à des caractéristiques spécifiques des étudiants. L'exercice d'une activité rémunérée, par exemple,
où on va avoir donc une différence selon l'activité rémunérée. Alors non pas selon le fait de travailler ou pas, mais plutôt selon l'intensité de l'activité rémunérée. Et donc les étudiants les moins satisfaits sont ceux qui vont avoir une activité rémunérée intense et non liée aux études. Ce sont ceux qui sont aussi les plus éloignés et qui ont peut-être des besoins spécifiques. Et on le voit sur les items en particulier. Celui qui ressort, c'est les horaires d'ouverture, puisque travaillant, ils ont probablement besoin ils ont une demande un petit peu particulière sur les horaires d'ouverture. Et enfin, le dernier élément, le lieu d'études, où là, on voit une nette distinction entre la région parisienne en termes de satisfaction et les autres communes, et là aussi, en particulier, les horaires d'ouverture. Voilà, et très rapidement, pour finir, un élément assez surprenant, puisqu'on imaginait que ça allait, que ça ferait apparaître des différences, c'est la proximité du lieu de vie, du lieu de vie au lieu d'études. Et donc, contrairement à ce qu'on imaginait, on observe assez peu de différences. Le fait de vivre assez proche de l'établissement n'a pas l'air d'avoir trop d'effet à la fois sur la fréquentation et à la fois sur la satisfaction de la bibliothèque. Voilà, donc je m'arrête là et je lis juste... moi j'ai essayé de vous présenter là, vous voyez, très très rapidement. On a là une vraie matière à exploiter. Donc l'idée ensuite, puisque ça avait été lancé dans cet objectif-là, c'est d'essayer d'approfondir les choses. Je vous dis, c'est un questionnaire de 400 questions qui aborde tous les aspects et qui, pour le coup, peut permettre, sur ces deux seules questions, c'est probablement la limite, mais qui peut permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse et apporter une finesse qu'on retrouvera moins, c'était la question que je posais, quand on s'interroge uniquement aux usagers. Voilà, désolé, j'ai un petit peu dépassé. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Effectivement, ça va nous donner beaucoup de grains à moudre. Donc, je donne la parole maintenant à Irène. Oui, c'est à vous, qui est sociologue et chef de projet public et usage à la BNF, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, les études conduites à la DSR. Oui. Délégation à la stratégie et la recherche, qui est DSG, oui, tout à fait, il y a un piège. Porte aussi bien sur les publics en salle de lecture que sur les visiteurs d'exposition ou les amateurs à distance qui consultent Gallica. Donc, il y a eu également des études assez fameuses sur les gallicanotes notamment. Et donc, en 2020, la BNF a conduit un observatoire, et donc vous allez nous parler de ces enquêtes barométriques et sur l'approche enquête dans ce grand établissement. Allons-y. Oui, alors merci pour l'organisation et la discussion à venir. Moi, j'ai fait le pari de ne pas faire de slide pour ne pas vous donner, pour ne pas tomber dans des résultats, même si je comprends tout à fait que ce soit absolument nécessaire, et essayer de réfléchir sur les éléments de méthode qu'on peut partager, sachant qu'effectivement, on a lancé un observatoire des publics en 2020, et en fait, je suis encore la tête dedans, donc j'espère que je vais réussir à être claire, et peut-être qu'il faudrait que je suive l'atelier sur l'efficacité de la communication pour aller plus vite, mais c'est un autre débat. Juste en un mot pour situer quelles sont les études qu'on fait à la Bibliothèque nationale de France, on n'est pas 12, on est 2. Et c'est déjà pas mal, on ne va pas se plaindre. Mais ce qu'on essaye d'avoir comme position, c'est de faire chaque année entre 5 et 10 études, sachant qu'elles ont des niveaux d'implication différents. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien être en support technique pour faire un questionnaire et une enquête flash à un moment, en retravaillant sur le questionnaire ou sur des méthodes d'outils, d'enquête et autres, que de faire un support un peu plus dans la durée en accompagnant les collègues qui veulent faire... par exemple pour les expositions ou pour un nouveau service, travailler spécifiquement pendant 2-3 mois sur un sujet donné et très délimité. Et puis on prend effectivement en charge aussi les enquêtes qui sont plus larges, qui sont dites barométriques, qui ne répondent donc pas explicitement à une commande en tant que telle, mais qui ont aussi pour mission d'enregistrer au fur et à mesure des données sur nos usagers. Et on le fait de plus en plus avec des programmes de recherche qui, du coup, inscrivent ce type d'enquête dans une dynamique peut-être un peu différente et surtout dans des incertitudes et des temporalités plus larges. C'est-à-dire que quand on part sur une enquête avec Joël Demarec sur les primo-arrivants et qu'est-ce que c'est que la première fois qu'on vient dans un établissement, qu'on réalise qu'il y a beaucoup de plusieurs premières fois, en fait, forcément, ça prend du temps et on n'aurait pas su faire une enquête par questionnaire pour commencer sur ce sujet-là.
Alors, donc, l'idée était de vous partager quelques éléments sur l'Observatoire et puis les questions de lien avec d'autres sources, d'autres types d'enquêtes qui sont possibles ou d'autres référentiels qui existent. Pour l'Observatoire 2020, on a fait une grande révolution à la BNF. C'est que jusqu'à l'édition 2016, on avait une enquête sur François Mitterrand, donc sur site, en sortie de site, avec des enquêteurs qui viennent administrer des questions pendant 15 minutes. On avait fait en 2017 Richelieu et on avait fait en 2016 Gallica. La révolution de 2020 a été de dire, en fait, on va essayer de faire toutes les enquêtes ensemble, dans un propos à la fois ambitieux et performatif, qui est, en fait, si on ne pose pas les questions de l'ensemble de l'activité en ligne et à distance, on loupe toutes les transitions et on loupe l'accumulation. Et l'autre démarche très volontariste était de dire tout public, que ce soit de la culture, que ce soit des sites, que ce soit de la concentration, que ce soit des salles de lecture, que ce soit de Gallica, a un rapport à l'institution et un rapport aux documents qui mérite d'être envisagé. Alors, bien sûr, on avait des orientations de questions qui fait que les gens qui répondaient ne pas venir sur site n'avaient pas de questions sur les lieux, alors que ceux qui déclaraient ne pas utiliser Gallica n'avaient pas de questions sur Gallica. Mais en fait, là où on pensait qu'il y aurait effectivement des parcours rapides dans l'enquête, on observe que finalement, il y a eu beaucoup de parcours longs et que les gens ont répondu en moyenne à 160 questions. Ce qui fait une enquête extrêmement longue. On pourra rediscuter des enquêtes flash et des enquêtes courtes et cette tendance à la réduction des enquêtes. On n'est pas aussi long que l'Observatoire de la vie étudiante, mais voilà, on a été un peu long. Il y a néanmoins eu 5200 répondants en un mois. Et ils sont 2700 à avoir mis des verbatims à la fin pour continuer. Donc, ce que vous disiez aussi sur la place des verbatims, c'est que ça a continué. Alors, on a diffusé cette enquête uniquement en ligne. Il était prévu d'en faire une partie sur site. Il se trouve qu'on l'a démarré le 16 octobre, que la partie sur site aurait été en novembre 2020, à un moment où les personnes sur site étaient tout aussi biaisées, ne nous ont pas paru pouvoir signifier de manière très particulière, très complémentaire les pratiques en ligne. Et donc, on a préféré insister sur les diffusions par email, par nos réseaux sociaux, par nos sites web, sachant qu'effectivement, nous, contrairement à des établissements universitaires ou à l'OVE qui récupère des adresses email, en fait, on a une indétermination de qui sont nos publics, puisqu'ils ne sont pas forcément affiliés à une université, ils ne sont pas forcément résidents en France, ils ne sont pas forcément actifs dans une newsletter, on n'a pas forcément leur contact. Et donc, quand on diffuse comme ça, on ne peut pas travailler on ne peut pas dire que cette enquête est représentative de nos usagers. Et je maintiens même que pour toute enquête en ligne sur Gallica, la représentativité, du moment où on n'a pas demandé de compte d'accès pour utiliser Gallica, en fait, on ne peut jamais parler de représentativité puisqu'on ne sait pas où est-ce qu'on met le projecteur exactement. Alors, en fait, c'est une enquête du coup qui est assez monstrueuse, mais qui permet de revisiter un certain nombre de présupposés qu'on avait et qui est vraiment une démarche qu'on peut appeler de faire une photo de famille avec cette ambition de la grande photo de famille où on essaye de mettre tout le monde. Alors, on sait bien qu'on a des activités qui sont hors cadre, notamment les activités de groupe sont des activités qu'on ne capte pas dans ce type d'enquête. On a beaucoup de pixels, on a beaucoup d'informations sur chaque individu, mais n'empêche qu'on sait qu'on a essayé d'avoir une focale qui nous permettait de voir aussi bien les publics de loin et les publics de près. Manifestement, on a mieux capté les publics de loin, puisqu'en fait, on a 3 répondants sur 5 qui n'habitent pas en région parisienne, et il n'y en a que 1 sur 3 qui est détenteur d'un pass, donc avec lequel on peut avoir des informations sur sa fréquentation exacte, puisqu'il est inscrit. Et donc, on voit que par rapport à ce qu'on fait quand on voit une enquête de François Mitterrand en 2016, tout d'un coup, on voit en même temps, sur cette photo de famille, on voit en même temps ceux qui sont loin et ceux qui sont près, et ils se retrouvent concomitants. Ce qui est vraiment un changement de perspective à mon sens, et donc qui implique de retravailler les descriptions des usages de manière plus large, et notamment sur
la cumulativité des activités, puisque en fait, les usagers qui répondent sont très attachés à Gallica, donc ceux qui répondent sont 90% à utiliser Gallica. On sait bien quand on fait les enquêtes sur site que tous les étudiants et tous les usagers de nos salles de lecture ne consultent pas forcément Gallica parce que c'est, mine de rien, des collections qui sont adaptées pour certains sujets d'études, mais pas pour tous, et peut-être sur des conditions d'utilisation à investiguer. Mais en fait, on voit bien cette ampleur qui est que ceux qui utilisent Gallica utilisent aussi, pour certains, les sites sur les expositions en ligne, les éléments de médiation, le catalogue, et puis du coup il y a tout ça qui devient très conséquent et qui fait qu'on voit non seulement les publics de loin et de près, mais en plus ceux qui ont à la fois des lunettes, à la fois un nœud papillon, à la fois des activités pour changer, et donc il y a bien cette ampleur qui nourrit toutes les réflexions. Le point, c'est aussi que sur revisiter du coup les publics de loin ou les publics de près, c'est que tout ça en fait ne nous donne pas une représentativité de nos publics, mais donne un fond de carte sur lequel on va pouvoir situer les enquêtes plus particulières. C'est-à-dire que à partir de l'enquête de l'Observatoire des publics 2020, on peut refaire une enquête, par exemple, avec les X% d'enquêtés qui ont déclaré utiliser tel service, sachant que de la même manière que ce que faisait Michael Douglas, on a demandé aux participants est-ce qu'ils accepteraient d'être recontactés pour des entretiens. Ils sont 3100 sur 5000, hein, donc à avoir laissé un contact. Et donc on a cette proposition possible de rappeler en disant est-ce que vous seriez disponible pour un entretien sur tel sujet, sachant qu'on a sélectionné les enquêtés à partir des informations qu'ils ont données, par exemple le temps de consultation sur Gallica et autres. Je ne sais pas s'il me reste 3 minutes encore, mais du coup je continue, ouais, c'est bon. Ça va, merci. Donc voilà, l'idée de l'observatoire est d'avoir ce fond de carte sur lequel on va pouvoir redessiner ou réapporter de la matière, notamment de la matière qualitative, de la matière descriptive. Et donc la photo de famille sert aussi à ce qu'on puisse remettre des informations un peu plus précises. La question reste à quoi et comment on se compare, parce que c'est un peu complexe effectivement, puisqu'on n'a pas cette notion de représentativité. Alors, il y a un point qui est qu'on peut se comparer aux usagers qui sont inscrits, puisque à la BNF, on n'a pas un nombre d'étudiants établi, mais on a un pass, contrairement à la BPI, où les individus vont pouvoir donner un certain nombre d'informations. Sur ces enquêtes où on va essayer de comparer, en fait, il y a un point sur lequel on achoppe beaucoup, c'est les disciplines. Parce que quand on fait l'observatoire des publics, en fait, on voit apparaître tous les seniors qui ne sont plus dans une démarche universitaire, pour qui la discipline n'a donc pas le même sens. Alors, on pose la question de quelle était la discipline de votre diplôme, de manière à comprendre s'il y a eu une formation ou une acclimatation à un certain nombre de méthodes. Mais n'empêche que on peut plus difficilement leur poser des questions sur la discipline de leur activité professionnelle, parce qu'il y a des ramifications qui sont un peu différentes. Et puis quand on a affaire aux amateurs, c'est-à-dire les gens qui font des recherches à titre personnel, que ce soit en histoire, en littérature, qui sont quand même 40% des répondants, hein, donc on a vraiment une masse de gens qui sont pas du tout dans un parcours d'études et pas du tout dans un parcours où il y a un diplôme à la fin, mais qui viennent par goût et par loisir. En fait, leur demander une discipline, par exemple, généalogie n'est pas une discipline académique à ma connaissance, sauf si à l'université de tous les savoirs non plus, mais voilà, non, il n'y a pas eu d'évolution là-dessus. De même que la botanique, l'astronomie sont des loisirs scientifiques qui peuvent justifier de recourir aux collections de Gallica, mais aussi aux collections en salle ou aux conférences et autres qui sont dans des démarches d'études. C'est-à-dire qu'un astronome amateur, il peut avoir une construction un rapport aux documents assez important, et néanmoins, on n'a pas ces disciplines-là dans notre fichier d'inscription à la BNF. Et donc, les référentiels de disciplines, moi, je serais très intéressée de voir comment vous gérez ces sujets-là, parce que nous, on achoppe toujours avec cette question de l'ampleur et comment est-ce qu'on intègre, du coup, les gens qui ne sont pas dans des parcours universitaires. Après, il y a la question de comment est-ce qu'on regarde ces données dans la durée. 2 minutes, cette fois-ci, c'est bon.
Merci. Parce que en fait, c'est un peu comme les photos de classe. Quand on les regarde d'une année sur l'autre, il n'y a pas forcément un changement. Et puis c'est au bout de 20 ans qu'on voit que il y a une évolution des modes. Au bout de 50 ans, qu'on voit qu'il y a plus de femmes que d'hommes à un moment. Et au bout de 100 ans, qu'on voit qu'il y a un nombre plus important d'étudiants. Et donc la profondeur des données est quand même très embêtante. Et à prendre en compte pour savoir à quel moment on va pouvoir réutiliser ces données. À titre d'exemple, on a fait travailler un data analyst sur les données d'entrée à la BNF sur 10 ans. Et en fait, il était un peu chaud. Alors, ça mériterait d'aller plus loin parce que le programme n'a pas été assez loin, mais il dit, en gros, il y a une régularité de la fréquentation. On voit très bien les vacances scolaires, les vacances d'été. On voit, et puis, on posait les questions, mais est-ce qu'il y a des nouvelles disciplines ? Et en fait, d'une année sur l'autre ou sur une échelle de 10 ans, c'était pas net du tout ce qui évoluait. Par contre, quand on se compare à l'enquête 94 de Baudelot et Véry, donc sur le site de Richelieu avant la création de l'EPBNF, là, il y a des changements, et par exemple des changements disciplinaires. En 94, on est à 37% d'usagers inscrits à la BNF qui sont inscrits en histoire. Cette proportion est nettement moins importante aujourd'hui. Ça dépend des étages qu'on regarde ou autres, mais on est même en recherche, on est à un quart des personnes qui sont inscrites en histoire. Donc il y a une évolution du paysage académique qu'on est obligé de tenir en compte. Et puis la dernière chose pour finir, c'est que dans les types d'enquêtes sur lesquelles on peut se référer ou pas, c'est aussi capter des traces sur nos publics et nos usages au fur et à mesure. Je compare à une enquête il y a des sujets, notamment sur les pratiques culturelles, où on peut s'appuyer sur l'enquête du ministère de la Culture, pratiques culturelles, qui est reconduite tous les 10 ans, qui donne des indicateurs sur qu'est-ce que les pratiques culturelles. Et donc, dans cette enquête, qui est faite hors cadre, avec une ampleur de questions et un recrutement qui, pour le coup, est assuré par l'INSEE de manière... l'INSEE, je crois, oui. En fait, il montre qu'il y a 9% des visiteurs qui viennent aux expositions seuls. Quand on fait une enquête sur les expositions de la BNF, en sortie de site, on a 59% des visiteurs qui viennent seuls. Et en fait, cet indicateur-là, qui montre que donc, visiter une exposition à la BNF, l'hypothèse c'est que ce serait plus un rapport au savoir qu'une activité culturelle et sociale, n'empêche que si on n'a pas les enquêtes nationales pour se comparer, si on n'a pas ce type de données et de traces pour se dire mes usagers par rapport à une pratique qui est bien plus large et qui dépasse complètement la BNF en tant que telle, on perd des éléments de comparaison et d'analyse. Donc voilà, pour conclure, ce que je voulais vous partager, donc, c'est ces démarches autour de l'observatoire qui sont toujours questionnantes et à réfléchir. Que pour moi, la complémentarité des méthodes, comme on l'a vu là, comme on le voit à différents endroits, qui est qu'on va avoir des questionnaires, mais on peut aller recontacter les usagers pour leur redonner le micro et leur faire qu'ils nous disent le sens de leur pratique et que ce soit eux qui nous éclairent sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait telle et telle action. Ça me paraît absolument essentiel, mais c'est la mixité des méthodes. Et ça prend du temps. Et que probablement des enquêtes short ou une réarticulation d'un certain nombre de données se font, mais en tenant compte aussi des données qui ne sont pas de nous et qui sont produites en dehors de nous par le ministère, par d'autres. C'est vrai que sur les universités et les pratiques en bibliothèque, je suis tout à fait preneuse de ces genres de comparaisons comme vous l'avez fait sur des enquêtes à différents endroits. Et je passe la parole. Merci beaucoup Irène. Donc, avant les questions qu'on réserve pour la fin, on donne la parole effectivement à Christophe Evans, qui est donc chef du service études et recherches à la BPI. Donc un service qui a pour mission de réaliser des études appliquées au public de la BPI en particulier, mais également qui pilote des programmes de recherche nationaux. Et je vous invite vraiment à lire un certain nombre d'études, et récemment des études sur la valeur des bibliothèques, sur également des études sur l'impact des bibliothèques de lecture publique, avec toute une réflexion sur les dimensions d'impact qui est vraiment passionnante, qui avait été réalisée par l'OPC, pour la petite parenthèse. En tout cas, toutes ces études qui sont pilotées par le service de Christophe et par Christophe lui-même sont vraiment intéressantes et peuvent éclairer notre réflexion dans le cadre universitaire. Donc, merci Christophe. Mais moi, c'est toi que je remercie et la DBU pour cette occasion de
de rencontre. Hein. Comme Irène, je suis très content de pouvoir échanger à la fois sur les méthodes, sur les résultats entre établissements, mais aussi entre secteurs, lecture publique et bibliothèque universitaire. Je crois qu'on n'a pas autant d'occasions que ça de vraiment confronter nos données. Alors, le service études et recherche, c'est un service de 3 personnes. Voilà, donc 2 chargés d'études en sociologie et un chargé d'évaluation, plus précisément. Je vais peut-être commencer par... moi, je vous parlerai plutôt stratégie d'études, éventuellement méthode, plutôt que résultat, mais dans la conversation, évidemment, tout à fait disposé à ouvrir la boîte, hein, pas de souci. Je vais commencer par vous parler de notre enquête barométrique, nous aussi, qui est réalisée tous les 3 ans, pour des questions de moyens, aussi bien humains d'ailleurs que financiers. C'est une très grosse... opération qui d'ailleurs a un historique assez lointain, puisque la première édition date de 78, hein, donc ça vous dit aussi que nous héritons d'un outil, une enquête quantitative par questionnaire administrée en face à face en sortie d'établissement, en sortie définitive d'établissement, qui est un peu contraignante, hein, puisqu'évidemment on va essayer de conserver la trame du questionnaire pour faire en sorte qu'il y ait comparabilité tous les 3 ans. En faisant évoluer évidemment le dispositif. Hein. Vous imaginez bien que cette année, cette semaine d'ailleurs, puisque le premier jour d'enquête a commencé hier, hein, donc c'est tout frais, vous comprenez pourquoi je n'aurai pas de résultats à vous présenter, même si on a eu des enquêtes exploratoires qualitatives qui permettent quand même de profiler un peu les changements qui ont eu lieu au cours de la crise sanitaire. Hein. Donc on vise 1700 questionnaires utiles en fin de campagne, donc pendant 6 jours d'enquête. Alors nous, on a un credo, c'est moins de 100 questions, moins de 10 minutes. On n'a pas d'incentive à proposer, mais ça viendra peut-être parce qu'il devient de plus en plus difficile d'enquêter, même si, comme beaucoup de collègues ici, enfin ça résonnait beaucoup, nous, ce qu'on a pu observer avec ce que disaient les collègues de Normandie en particulier. Il y a eu une volonté de témoigner et de reconnaissance envers la bibliothèque, hein, au moment de la réouverture de la BPI en juillet 2020. Les entretiens étaient très faciles à faire et c'était au contraire difficile parfois de couper le micro, hein, avec des témoignages de reconnaissance qui étaient très forts, qui en ont dit très long d'ailleurs sur le besoin de bibliothèque et sur la place qu'elle représente dans les trajectoires individuelles, qu'il s'agisse d'étudiants ou de non-étudiants. Donc c'est du face-à-face administré par enquêteurs, hein, notre enquête. On a eu d'ailleurs de mauvais résultats avec des enquêtes en ligne, j'en parlerai peut-être dans un deuxième temps, parce que c'est plus compliqué, je crois, pour la BPI. Et on a un questionnaire qui est composé à 99,9% de questions fermées, hein, puisqu'on part du principe que pour nous, les questions ouvertes, c'est plutôt le quali. Et là, le besoin d'enquête qualitative s'est beaucoup fait sentir au cours de la crise sanitaire, pendant les fermetures, après les fermetures, et en ce moment même, puisque nous sommes loin d'être sortis de la crise. Là, pour mettre de la chair sur le squelette, hein, le squelette, c'est le quanti, hein, c'est les stats. Il nous faut comprendre ce que les gens ont en tête et pas nécessairement imposer nos questionnements, nos grilles de questionnement. C'est-à-dire les faire passer à travers le filtre de tout ce qu'ils vont faire dans la bibliothèque en fonction de ce qu'on leur propose et de ce qu'on a institué d'une certaine façon. J'aime bien la citation d'Alain-Marie Bassy, hein, le bibliothécaire institue l'espace de la bibliothèque et l'usager restitue. Et il ne restitue pas forcément de la façon dont on avait institué. Voilà, donc on a cette campagne qui vient de démarrer. Ce qu'on a essayé de faire évoluer dans notre questionnaire, c'est notamment essayer d'intégrer des questions, hein, sur les incidences de la crise sanitaire sur la fréquentation de la BPI. Et pour ça, nous avions été inspirés par un comité de pilotage auquel j'ai participé, d'une enquête Bibliothèque Sainte-Geneviève, Bibliothèque Sainte-Barbe, hein, où ils avaient lancé leur dispositif d'enquête alors que la crise est survenue. Hein, donc on s'est aussi inspiré de ce qu'ils ont essayé de faire. Et on a essayé aussi d'injecter dans notre questionnaire ce qu'on a appelé, peut-être un peu pompeusement, des indices de fragilité sociale
voire de précarité. C'est une chose qu'on attrape très mal avec notre questionnaire quantitatif, parce que les méthodes quantitatives ne sont pas adaptées à saisir des choses qui relèvent du personnel, qui relèvent du lourd de sens même parfois, et qui supposent voilà, une prise de contact réelle avec du qualitatif. Mais on essaye d'en savoir un peu plus sur la façon dont les étudiants sont logés, s'ils sont boursiers ou pas, question qu'on ne posait pas avant, s'ils ont un espace personnel qui leur permet de travailler dans un chez-soi. Donc on essaye de savoir aussi s'ils sont logés chez eux, seuls, avec d'autres personnes, s'ils sont chez leurs parents, et si ce ne sont pas des étudiants, si ce sont des personnes qui sont logées en foyer, dans d'autres... voilà. On va voir ce que ça donne, hein, c'est tout nouveau. On essaye aussi de savoir auprès des... Puisque là, on a eu, au moment des réouvertures, c'est pas nouveau, mais ça me semble un peu plus fort, hein, c'est pas massif encore, mais c'est très fort. Au moment des réouvertures, on a fait des entretiens qualitatifs avec des personnes qui nous disaient « je supporte plus de travailler chez moi ». Je ne supporte plus de travailler chez moi. Des gens qui n'étaient pas nécessairement mal logés, hein. Souvent quand même c'était le cas, hein. Des gens qui devaient partager des espaces de travail, des outils de travail, hein, et qui ont choisi la BPI pour venir télétravailler à la BPI. Donc on a injecté une question sur le fait de venir télétravailler à la BPI. On va voir ce que ça donne. Il faut dire que le Cali nous a permis d'ouvrir de nouvelles boîtes. Voilà, on ne peut pas tout faire passer dans le quantitatif, hein, parce qu'il y a des questions qui ne passent pas en quantitatif. On pourrait les poser, mais ce n'est pas forcément utile. Et on va faire des entretiens approfondis, en revanche, pendant la campagne d'enquête. Et à l'issue de la campagne d'enquête, quand on aura les premiers résultats, hein, ce qu'on appelle les tri à plat, hein, qui nous permettent déjà d'avoir les premières réponses basiques aux questions sans faire les croisements de données. Et à ce moment-là, on refera du Cali, c'est-à-dire des entretiens semi-directifs approfondis, voire dans la mesure du possible très approfondis. Quand je dis approfondis, c'est que le qualitatif, c'est bien quand on passe la demi-heure d'entretien, hein, c'est-à-dire quand on installe vraiment un climat de confiance. Et on sait que ce n'est pas toujours facile, hein, puisque quand on les déclenche de manière spontanée dans la bibliothèque, alors qu'elle est ouverte, on n'est pas forcément installé dans les meilleures conditions pour avoir cette conversation très, 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 très ouverte. Et on fera également, parce qu'on part du principe que tout le monde vous l'aura dit ici, mais c'est très vrai. Je me souviens de ce que Nicolas Alarcon disait aussi à propos de l'IPQUAL, quoi. Alors, en soi, les méthodes, évidemment, sont intéressantes, mais elles sont encore plus intéressantes quand on commence à les mixer avec des approches différentes. Et donc, on va faire aussi des focus group, parce que le focus ne donne pas les mêmes résultats. Il y a parfois une complicité qui peut s'installer dans un groupe de discussion qui peut être très utile pour la dynamique et pour 5 minutes. Et pour ce qu'on pourrait dire. Message reçu. Voilà. On a également en chantier, pour terminer, une enquête sur la perception, les représentations et les usages, voire les non-usages, l'évitement des monographies imprimées à la BPI, hein, puisque à travers le temps, depuis 2000 en tout cas, on a assisté à une érosion d'un indicateur qui est le fait d'avoir consulté le jour même un ou plusieurs livres, et en particulier monographies imprimées, et on essaye de savoir ce qui se passe exactement à travers une enquête qualitative dont la première phase a été déjà réalisée et qui va nous amener à travailler aussi sur des profils d'étudiants, donc souvent des étudiants de niveau L, hein, qui viennent à la BPI et qui ne viennent utiliser la BPI que comme espace de travail, comme cadre de travail, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça aussi, on essaye de comprendre ce que ça veut exactement dire, hein. C'est quoi une recherche de cadre qu'on va trouver auprès de la bibliothèque. Et on travaille notamment sur des choses qui sont revenues à plusieurs reprises dans les entretiens, c'est-à-dire des formes de limitation ou d'auto-limitation de son horizon documentaire, avec des étudiants qui nous disent, qui peut nous surprendre parfois, je n'utilise à la BPI, quand j'utilise des livres, que les livres que j'ai déjà chez moi, hein, parce que je les connais, parce que je sais ce qu'il y a dedans, hein, ce qui nous d'ailleurs, c'est-à-dire que là, ça témoigne d'une forme de curiosité qui est limitée, hein. C'est pas nécessairement négatif, ça se comprend aussi, avec des étudiants qui nous disent « je n'ai pas à les transporter ». C'est vrai.
Mais on pourrait penser évidemment que les 400 000 monographies imprimées de la BPI pourraient permettre des parcours un peu plus aventureux, on va dire. Voilà. Et donc, on va essayer encore une fois de comprendre ce qui se passe. Et on fait la même chose en termes de quali. Et là, d'ailleurs, avec des entretiens sur machine aussi. Et là, avec un centime, parce qu'on ne va pas empoisonner quelqu'un pendant 2 ou 3 heures auprès d'un ordinateur, sur les ressources électroniques de la BPI, sur la perception de nos collections dans ce domaine et sur l'utilisation que les gens peuvent en avoir. Et là, on va essayer d'innover un petit peu, en leur proposant aussi des tâches à résoudre. Enfin, innover pour nous, ça existe depuis très longtemps. Et pour terminer, on doit aussi... puisqu'on parlait tout à l'heure de la décision d'enquête, qui décide, qui choisit les thématiques, qui priorise les campagnes d'études. On nous a demandé, puisqu'on va réformer l'accès à Internet libre à la BPI, avec un système de jetons virtuels, en gros, où on vous enverra un SMS sur votre téléphone portable qui vous permettra d'utiliser 2 heures d'Internet libre sur environ 120 postes, fractionnable au cours de la journée et utilisable toute la semaine. Et on a demandé au service études et recherches de faire un peu d'observation pour voir comment les choses vont se jouer une fois que le nouveau dispositif sera mis en test. Donc là, on sera plutôt dans un premier temps dans l'observation non participante, une observation qui est souvent d'ailleurs une méthode qui est un peu le parent pauvre. Alors pas nécessairement quand elle est quantifiée, mais là il s'agira d'observations non systématisées, très, très qualitatives. Et là aussi on espère apprendre encore d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup. Donc juste une petite liaison sur cette angoisse informationnelle, en fait, nous qu'on mesure aussi à Sciences Po, et il semblerait que les étudiants de plus en plus sont rassurés d'avoir ils se contentent de peu de documentation parce qu'ils sont vraiment tellement submergés. Je pense que c'est vraiment un sujet qu'on devra explorer, et ça me permet de faire un lien avec la prochaine intervention de Muriel, parce que quand on ne sait pas quel livre lire, où trouver de la documentation, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse aux professionnels. Donc on a invité Muriel Amar pour faire un petit pas de côté par rapport aux 3 interventions précédentes. Donc Muriel est maître de conférence au pôle métier du livre à l'Université de Nanterre et également directrice de collection aux presses de l'ENSIB. Et en 2015, elle travaillait donc au service études et recherches de la BPI, et elle a mené cette étude sur une semaine test de la consultation en enquêtant sur les interactions qui étaient faites à la BPI, la typologie des questions, la manière dont on s'adressait aux collègues bibliothécaires en salle. Et elle a appliqué une échelle READ, qui est une échelle qui a été créée ou diffusée aux États-Unis, qui est une échelle de mesure de la difficulté de l'interaction. Une échelle très intéressante qu'on a également utilisée dans mon établissement. Et Muriel a vraiment transformé cette approche dans une étude extrêmement intéressante, qu'elle a restituée par ailleurs, je comble Muriel, qu'elle a restituée par ailleurs dans des publications vraiment également... que je vous invite à lire dans une boîte à outils publiée à l'ENSIB, où elle a pu détailler ce travail. Voilà, merci beaucoup. Merci Cécile, à la fois pour l'invitation, la présentation. Merci à la DBU, bonjour à toutes et à tous. Donc merci beaucoup de me donner l'occasion de parler d'un type d'étude inspiré de Reed, qui est finalement assez peu connu, assez peu utilisé, me semble-t-il, dans les bibliothèques françaises, à l'exception notable de la bibliothèque de Sciences Po, qui, dès 2014, a proposé la première traduction, la première utilisation, et ensuite la BPI s'est inscrite dans ce sillage. Alors peut-être en préambule, pourquoi est-ce que finalement ce référentiel READ n'est pas tellement utilisé dans les bibliothèques françaises? Alors peut-être pour 2 raisons. La première, c'est son objet, ce sur quoi elle porte. Le référentiel READ ou encore la méthode READ s'intéresse aux situations d'interaction en service public, comme ce qui est indiqué sur le visuel.
Donc en fait, c'est des situations extrêmement banales, très ordinaires. Je pense que toutes les bibliothèques ont des services d'accueil matérialisés où se déroule un service public. On a l'impression que c'est très transparent. On sait un petit peu ce qui s'y passe. Alors beaucoup d'interactions assez furtives, beaucoup d'interactions sur la base de questions pratiques. Ma carte est bloquée, où se trouve le local de photocopie. De temps en temps, des questions d'orientation. Et puis encore, de manière un peu moins courante, des questions de recherche documentaire. Alors évidemment, à quoi servirait de mettre en place une méthode plus lourde pour aller plus loin? Deuxième, peut-être caractéristique de la méthode qui peut expliquer sa faible utilisation, c'est le fait que c'est une méthode qui repose sur l'auto-évaluation par le bibliothécaire lui-même de la réponse qu'il vient de donner. Autrement dit, il est quand même jugé parti. C'est au cœur du dispositif. On ne demande pas au bénéficiaire, à l'usager, de qualifier la réponse qui vient d'être donnée, mais le bibliothécaire, lui, il est appelé à indiquer donc l'effort, dans la terminologie RID, qu'il vient de faire pour répondre à l'usager. Donc on peut effectivement considérer le caractère à la fois subjectif, partial de l'évaluation. Alors, en dépit de ces deux freins, il y a quand même des atouts dans cette méthode. En tout cas, c'est ce qui nous a semblé quand à la BPI on s'y est intéressé. Et le principal atout, c'est que c'est une méthode qui tient compte de la spécificité des questions qui sont posées en service public dans une bibliothèque et que la plupart du temps, les questions posées par les usagers sont complètement obliques par rapport à la question centrale. Et que, par exemple, ça peut être à peu près tout répond à cette, je pense, caractéristique de question oblique, mais à la BPI, par exemple, un usager peut venir, par exemple ici, au bureau d'accueil, en disant « alors il paraît ici qu'on peut apprendre le français ». Bon. Alors, à partir de là, on voit bien que la personne parle en français, donc ça ne doit pas être pour elle. Comment faire pour en savoir un petit peu plus, pour mieux cibler la réponse ? Donc en fait, tout ce passage de la question oblique à la réponse ciblée, c'est ce que RID appelle un effort. On peut aussi parler d'ajustement, de travail, enfin que fait tout bibliothécaire. Et en fait, c'est là-dessus que l'évaluation va porter. Et on comprend bien pourquoi seul le bibliothécaire peut le faire, en fait, parce que l'usager, lui, il pose la question telle qu'elle lui vient et qu'il lui semble possible de la formuler dans le cadre de l'interaction. C'est le bibliothécaire qui va essayer que la bibliothèque soit pertinente par rapport à une sorte de question d'usager dont on ne voit pas toujours très bien en quoi la bibliothèque va pouvoir être utile. C'est le cas aussi des questions qui ont l'air plus documentaires. Dans une bibliothèque comme la BPI, donc encyclopédique, avec 400 000 documents en libre accès, 10 bureaux d'information, 2 étages, des plateaux de 10 000 m², un usager qui viendrait toujours à ce même bureau d'information pour dire où est-ce que je peux trouver des documents sur la haute couture, par exemple, on ne peut décemment pas lui répondre. Il faut savoir, est-ce que c'est une étude de marché? Est-ce que c'est des ouvrages illustrés de créateurs? Est-ce que ce sont des annuaires? Est-ce que ce sont... Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est comment on transforme une réponse possible dans la bibliothèque. Et donc, c'est ce qui nous a intéressés dans ce référentiel RID. Troisième petite caractéristique, avant de commencer dans le détail. Par rapport aux autres études qui ont été présentées, ce sont les études de type RID, des études de type semaine test. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce type d'études? Ce sont des études qui ciblent une période de relevé, initialement 1 semaine, maintenant de plus en plus 2 semaines, pendant lesquelles toutes les occurrences de l'activité vont être relevées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à ce stade-là d'échantillonnage. Il y a une exhaustivité du relevé. Par exemple, lorsque nous avons fait RID, alors exhaustivité dans la mesure évidemment rendue possible par le dispositif. Mais pendant toute la période de la quinzaine test, toutes les réponses fournies font l'objet d'une description. Alors évidemment, ce qui va essayer de donner la valeur à la méthode, c'est le choix de la période, le choix de la quinzaine test. Alors on essaye qu'elle soit la plus représentative possible en termes de variété, mais on ne peut absolument pas
faire des extrapolations statistiques qui garantissent une stabilité représentative du relevé. Pas du tout. Et c'est peut-être aussi également une limite de la méthode. En tout cas, comme à la BPI, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres bibliothèques, la fréquentation n'est pas étale et il y a une variation en termes de quantitative et qualitative. On ne peut pas du tout projeter ce qu'on a relevé pendant 15 jours sur l'ensemble de l'année. Alors, toutes ces limites mises à part, bon, il y a quand même des choses intéressantes. Et pour commencer quand même par rendre hommage à l'échelle RID originale, ici j'ai mis simplement une capture écran de l'échelle d'origine. Alors, vous voyez que c'est un peu moche, hein. Le site n'a pas tellement été remis à jour depuis les années 2000. Donc c'est ReadScale, le site officiel. Il est issu, cette échelle RID est issue d'un travail qui a été mené dans le cadre de l'ARL, qui est l'Association des bibliothèques de recherche américaines. Et ce travail, il a été élaboré suite à un double constat, chute drastique des questions posées au service de référence et complexité de plus en plus importante des questions posées au service de référence. Donc ils se sont dit, si tout change, le contexte numérique, le contexte de recherche, le comportement des usagers, eh bien il faut que nos méthodes d'évaluation changent. Donc ils y ont travaillé. Et donc l'idée, c'est de dire, on ne va pas compter simplement pour les questions, les réponses qui nous sont données, c'est qu'on va mettre comme un coefficient. C'est un coefficient 1 quand c'est très facile, et c'est un coefficient 6 en quelque sorte quand c'est très difficile. On ne va pas écraser la diversité du travail. C'est un petit peu l'idée du référentiel. Et on change d'une catégorie à l'autre par une complexité qui est sur plusieurs critères de ressources documentaires et puis de relations à l'usager. Et c'est aussi là-dessus que nous avons fait des choix. Alors justement, les choix que nous avons faits, alors on s'est quand même autorisé à utiliser ce référentiel parce qu'à la BPI, la composition du public nous permettait, c'est-à-dire que, je ne sais pas où on en est, mais en tous les cas, il y a plus de 60% largement hein, d'étudiants qui viennent régulièrement à la BPI. Et là aussi, par rapport aux résultats de 2018, pour les non-étudiants, actifs, retraités, demandeurs d'emploi, on est sur un niveau d'études largement supérieur à la moyenne nationale. Donc en gros, on n'était pas complètement à côté de nos pompes, en quelque sorte, si on utilise un référentiel issu de bibliothèques d'études et de recherche. Mais il fallait quand même tenir compte des autres publics. Donc on a adapté. La première adaptation, c'est se passer de niveau le plus élevé de RID, qui consiste en fait à une sorte d'appui à la recherche qui ne relève pas du tout des missions de la BPI, donc on l'a ignoré. On a travaillé le niveau 1. Dans RID, c'est un niveau qui se définit par la négative, donc le moins d'efforts possible, pas de spécialisation et pas de consultation de ressources. Donc en fait, ça permet de comptabiliser toutes les réponses pratiques, les questions réponses pratiques que l'on donne. Alors nous, ça nous paraissait dommage de ne pas spécifier justement ces réponses pratiques. Donc c'est pour ça qu'on en a fait une liste qui apparaît là dans le visuel entre les deux blocs. On a fait une liste d'items qu'on a définis collectivement parce qu'on s'est dit, bon, ben, c'est quand même significatif s'il y a énormément de questions très récurrentes sur le Wi-Fi, les heures d'ouverture. Peut-être qu'on peut faire mieux en matière de communication, par exemple. Et on constate, à travers cet exemple, que avoir quantitativement beaucoup de questions n'est pas forcément un signe de qualité. Peut-être c'est un peu inquiétant qu'il y ait beaucoup de questions sur peut-être des aspects que peut-être l'usager devrait connaître, en tout cas autrement. Donc là aussi, c'est
c'est toujours à nuancer les données quantitatives seules. C'est pour ça qu'on a voulu essayer de spécifier. Deuxième série d'adaptations, ça porte sur le cœur en fait de READ, c'est les réponses documentaires qu'on apporte. Alors on a structuré un peu différemment. En fait, on a un peu structuré justement, parce que dans l'échelle READ, c'est juste, je pourrais dire, hiérarchique, du plus facile au moins facile. Nous, on a distingué d'abord les réponses documentaires qui ne nécessitaient pas de reformulation. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de questions obliques. C'est la grande majorité des questions sont en effet obliques, mais on a des questions qui sont très ciblées tout de suite. Ça nous arrive, on a des usagers qui viennent, qui se demandent des documents de tel auteur, avec tel titre, de telle édition, voire de tel ensemble de pages. C'est possible. Là, il n'y a pas de reformulation nécessaire, ni même possible dans le cadre de l'interaction. Dès lors qu'on est dans la grande majorité des questions documentaires de type oblique, il faut une reformulation qui mène à trois cas de figure. Soit l'usager va déléguer au bibliothécaire le traitement de la réponse, et il est en mode assistance, c'est-à-dire il attend un peu que le bibliothécaire lui fasse des propositions, puis après il s'en va avec ses cotes. Soit on est face à un usager qui veut devenir un petit peu autonome, alors on l'installe sur un poste, on lui montre sur un exemple comment il peut faire, alors ça peut être même dans Kern, dans des choses relativement simples, et là on est dans un mode formation. Autre niveau, on est avec un usager qui devine, considère, est intéressé par le fait de considérer le bibliothécaire comme une sorte de partenaire de la recherche. Et donc régulièrement, au fur et à mesure qu'il va utiliser des ressources ou être dans ses lectures, il va revenir vers le bibliothécaire. On appelle ça un mode de coopération. Troisième adaptation, on a ajouté une rubrique spécifiant le type d'accompagnement qu'on propose à l'usager, accompagnement dans les rayons, c'est physique, accompagnement sur le plan plus intellectuel, pédagogique, et sur le plan social, c'est toutes les petites discussions comme ça qui permettent aux gens quand même de donner un petit peu de chair à leur interaction. Alors donc ça a donné une grille d'analyse des interactions en service public qui fonctionne par couche, où on peut signaler quand on donne des réponses pratiques, quand on donne des réponses documentaires et quand on accompagne l'usager. Alors un peu concrètement peut-être, pour les collègues postant en service public, c'est la fin. D'accord. Pour les collègues postant en service public, ça pouvait donner ce type de questionnaire à remplir à la fin d'une interaction. On a utilisé l'outil Modalisa, comme ce qu'avait fait Cécile. Et donc, à la fin de chaque interaction, le bibliothécaire était amené à remplir un formulaire dans le bureau de service public. Juste une dernière chose pour conclure. Le référentiel READ, il est beaucoup plus utilisé, comme je l'ai dit, en Amérique du Nord et notamment aussi au Canada. Et quand j'ai préparé cette intervention, j'ai vu qu'il était maintenant paramétré dans des outils de gestion de connaissances en service public. Donc on voit ici qu'on est dans des... Alors ça s'appelle RefTracker, Desk Tracker et LibAnalysis. Donc honnêtement, je ne connais pas ces outils, mais ce qui nous montre que c'est un type de référentiel d'études qui sont mis au service en fait de l'analyse de la pratique, peut-être plus que de l'évaluation proprement dite, même si, et là je fais référence à un article récent de bibliothécaires québécoises qui ont intitulé leur article en disant connaître les réponses des bibliothécaires pour mieux connaître les besoins des usagers, et apparemment, voilà, pour elles en tout cas, utiliser READ et ce travail de transformation de questions obliques en réponses ciblées leur permet en fait de connaître, alors d'une certaine façon, les besoins, et peut-être documentaires uniquement, ça je ne sais pas, des usagers. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Et donc, merci à tous les quatre. On est un peu en retard, mais on a quand même du temps pour les questions de la salle. Et juste en écoutant Muriel, je me disais, parce que dans mon établissement, le chat explose, en fait, depuis 2020. On est de plus en plus nombreux à répondre
aux questions en ligne des étudiants qui ont pris cette habitude et qui la gardent, et que peut-être qu'il y aurait du travail à faire sur aussi à l'adaptation de ce type de méthodologie à la réponse en ligne qui devient voilà, un format d'interaction assez durable qui s'installe avec les étudiants. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Isabelle. Qu'est-ce que finalement on peut répondre rapidement dans des conditions très particulières à un usager. Et là, dans les différentes interventions que vous faites, il y a différents niveaux d'enquête, il me semble, de l'enquête READ qui, il me semble, a une vocation très très pratique, c'est-à-dire si on a 100%, 80% de questions sur les bugs informatiques, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un effort là-dessus, on voit l'orientation. En revanche, il y a des enquêtes qui appellent d'autres enquêtes, et c'est la manière dont c'est géré. Je pense par exemple comment on pourrait faire pour exploiter une enquête comme l'OVE qui dit par exemple qu'on constate sur 10 ans, les 10 dernières années, le public s'érode dans les bibliothèques universitaires. Il me semble que c'est une information qui est intéressante parce que le panel est grand et on ne trouve pas de la qualité. En revanche, on a presque envie derrière de refaire une enquête. Et vous voyez, il y a une question en fait comme ça d'enquête en abîme où on se projette sur des enquêtes sociologiques qui sont du niveau de la connaissance du public, ou l'exemple que vous citez qui est très intéressant sur la BNF, sur la personne qui vient de manière solitaire à une exposition. Je me dis, donc moi typiquement ça m'intéresse comme donnée, mais en fait je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Et donc en fait ma question est sur ce passage en fait entre la construction d'une enquête qui va avoir des objectifs pratiques, une construction d'une enquête qui nous permet de connaître un public, mais qui va avoir quels débouchés, quels axes stratégiques. Vous voyez la formulation. J'y vais rapidement, mais comme ça vous avez plus de temps pour réfléchir. Effectivement, on est sur des enquêtes qui accumulent de l'information et à un moment, il faut aussi avoir ces étapes de synthèse sur qu'est-ce qu'on a appris, pas appris. Et on différencie effectivement, nous, dans les enquêtes qu'on administre, celles qui répondent à un besoin particulier. Et ça fait écho aussi à ce qu'on demandait tout à l'heure, à ce qu'on disait tout à l'heure. Quelles sont les commandes, quelles sont les demandes qui nous sont formulées et qui justifient ou justifient pas de faire des enquêtes. Sachant que nous, il y a enfin, je pourrais vous renvoyer la question côté professionnel des bibliothèques qui seraient en fait, quand on est sollicité pour une évaluation, juste une mesure de la satisfaction, ça peut être un indicateur suffisant. Qui n'appelle pas forcément d'action par la suite, mais c'est juste qu'on se dit qu'il va falloir qu'il y ait une mesure de la satisfaction. Et puis effectivement, on a envie de creuser après en se disant, en fait, oui, le niveau d'études, plus on monte en niveau d'études et plus la note de satisfaction baisse. Est-ce que c'est qu'il y a un usage qui est plus intensif ou est-ce que c'est qu'il y a des attentes qui sont différentes? Est-ce qu'il y a une spécialisation qui fait que du coup, l'ampleur, quand bien même 400 000 ouvrages, en fait, quand on fait une thèse, il n'y a pas forcément les objets qui vont bien. Et donc cette prolongation des enquêtes est un peu compliquée. Et effectivement, ça dépend du cadre qui en est fait. Moi, il y a une part qui est de description des publics sur le fait qu'on a des usagers, des visiteurs d'exposition qui viennent seuls. Ça change en fait les formes de communication potentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à conquérir des gens qui viennent pour apprendre dans les expositions. Ça nous donne une information sur... eux, ils sont apparemment satisfaits avec ça. Soit c'est le mode de communication qui va nous permettre de faire venir d'autres visiteurs en leur disant, vous savez, dans nos expositions à la BNF, on apprend des choses et puis il y a cette forme de confiance qu'on nous a pas mal remontée qui est, en fait, au moins quand je vois quelque chose à la BNF, je sais que c'est vrai. C'est une lourde responsabilité, j'espère ne pas les décevoir, mais c'est plutôt rassurant sur ce statut, effectivement, des institutions. Et par contre, sur toutes les activités collectives, et surtout le fait qu'il y a un différentiel par rapport au public des musées, ça veut dire qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens de communication, les mêmes canaux de communication que les autres établissements culturels.
Donc c'est un cas particulier. Et effectivement, sur les suites d'enquêtes que ça appelle, là, c'est plutôt aussi comment est-ce que ces enquêtes... enfin, je ne sais pas pour Michael Douglas, mais je suppose que dans l'enquête, les usagers n'ont pas demandé à avoir des plaides. Ils ont dit autre chose. Donc c'est bien qu'il y a un travail dans l'analyse et dans l'appropriation des résultats qui ne peut pas être que du fait des publics et des... Enfin, c'est aussi, ils nous demandent une simplification des procédures, à nous d'imaginer quelles sont les simplifications possibles, mais on ne peut pas leur demander de nous donner et les problèmes et les solutions, quoi. Ça revient aussi sur les questions de Christophe qui dit, en fait, il faut qu'on leur demande des choses qui sont leurs problèmes à eux, pas de résoudre nos problèmes à nous, il me semble. Pardon sur ce cri du cœur. Juste peut-être en tout cas, je suis entièrement d'accord avec vous, mais vous avez déjà goûté au jeu, vous avez vu que vous faites une enquête et vous n'avez pas de réponse, vous avez de nouvelles questions. Mais ça, c'est une règle de base et c'est ça qui est très intéressant et très utile. Ça veut dire aussi que vous les posez de mieux en mieux, les questions, et que vous allez arriver sans doute à circonscrire de mieux en mieux ce que vous pouvez faire et dans quelles conditions. Moi, j'aimerais peut-être revenir sur... parce qu'on parle d'enquête flash, mais moi, je ne placerai pas la limite entre des enquêtes flash d'un côté et puis de l'autre, des dispositifs qui auraient plus de valeur scientifique, plus d'épaisseur, plus de... c'est un mythe, l'enquête flash, en plus. Vous l'avez vu, vous avez vu à quoi vous avez été confronté déjà, hein, le travail que ça vous a demandé, l'implication. Et puis, produire des données, à la limite, c'est à la portée de tout le monde. Je caricature quand je dis ça. C'est qu'est-ce que vous en faites de vos données ensuite? Les données, elles ne parlent jamais d'elles-mêmes, quoi. Il va falloir les contrôler, il va falloir les analyser, il va falloir les traiter. Et donc là, on n'est plus dans le flash du tout. Et ce mythe, hein, j'appuie sur un bouton, j'ai des données, ce que moi on me demande souvent, hein, que ce soit des collègues, des directrices de département, direction de la BPI. Et c'était un peu aussi ce dans quoi on investissait pour LibQual, par exemple. Hein. Voilà, il est tout prêt, le dispositif. Hop, je fais mon chèque et puis en plus je traite pas les résultats et je récupère les données. Mais ouais, tout le travail qu'il aura fallu faire pour adapter les questions, pour adapter les filières, enfin bref. Et moi, je ne le mettrai pas là, le curseur, quoi. Il y a effectivement les moyens qu'on va se donner à certains moments, humains, scientifiques, budgétaires, et les résultats qu'on pourra obtenir. Et parfois, moi, j'ai tendance à freiner l'envie d'enquête flash en disant, non. Puis là, ça ne passera pas par le quanti, où on ne répondra pas nécessairement très bien à la question. Vous aurez des réponses, ça peut être des artefacts statistiques. Qu'est-ce que vous en faites? À quoi ça sert? Effectivement, ça permet... Il faut le dire, hein. Nathalie Clot l'a très bien dit d'ailleurs, parfois, ça permet de mettre des chiffres dans des cases pour des outils de management et des bilans annuels. Mais la plus-value pour le service et pour l'usager en particulier, elle peut être très faible. Hein. Donc, je serais tenté de briser cette séparation entre les uns et les autres. Et ce que vous avez fait... on ne peut pas dire que ce ne soit pas scientifique à proprement parler. De toute façon, vous avez conscience des limites de... Après, il faudrait effectivement travailler sur la taille des échantillons, le dispositif d'un questionnaire auto-administré, parce que c'est de ça aussi dont il est question, qui effectivement ne présente pas les mêmes garanties de fiabilité et de représentativité qu'un sondage par quota ou qu'un sondage aléatoire simple ou ce genre de choses. Mais ça reste un dispositif qui est construit et qui présente quand même un certain nombre de garanties. Donc je ne serais pas aussi méchant que vous à l'égard de ce que vous avez fait. Oui, moi j'aurais tendance à... C'est pareil, je suis plutôt rassuré hein, que des enquêtes ouvrent des questions. Enfin, une enquête qui fermerait tout, qui amènerait toutes les réponses, m'inquiéterait quand même. Enfin, ça paraîtrait quand même assez étrange. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces réponses? C'est vrai que je serais tenté de dire, mais tout dépend de l'intérêt. Enfin, et on le voit sur des grosses enquêtes, le nombre de questions ouvertes est très important. Il est assez évident que tout ne peut pas être exploité, ou alors on se lance
dans des enquêtes perpétuelles. Ceci dit, entre parenthèses rapidement, enfin, les enquêtes flash ressemblent un petit peu à ça. Je ne sais pas comment elles ont fonctionné. Je sais qu'à l'OVE, on ne faisait pas d'enquête flash. On a commencé à en faire, à intercaler des enquêtes flash au milieu de notre enquête triennale, d'ailleurs souvent au détriment du coup de l'enquête, enfin, du temps réservé à l'enquête triennale. Et vous l'avez dit, hein, pour d'abord et avant tout pour amener des chiffres là où il n'y en avait pas. Enfin, c'est souvent fait pour assurer. Bon, pour moi, une enquête flash, même si une enquête flash peut être très, très bien construite et amener, enfin, une enquête flash n'est pas nécessairement une enquête de mauvaise qualité pour le coup, mais malgré tout, voilà, pour moi, les enquêtes flash, c'est une course perpétuelle. Bientôt, on pourrait se retrouver facilement à faire une enquête flash toutes les semaines. Et à produire des chiffres et en effet à pouvoir suivre continu. Je ne suis pas sûr de la pertinence de ce type d'enquête. Et donc, pour revenir à ce que je disais, tout dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec ce type d'enquête, hein, et avec ce type de résultats et ce type de questionnement. Et de ce point de vue-là, moi, j'identifie plusieurs niveaux. C'est vrai que une enquête comme l'enquête de l'OVE, en tout cas telle qu'elle est actuellement, n'est pas une enquête qui pourra amener, ne pourra pas répondre à un certain nombre de besoins. C'est assez évident. Je le vois. Enfin, les enquêtes auprès des usagers, ce genre de là, l'enquête conditions de vie ne répondra pas à ça. C'est assez clair. Par contre, ça permet, ce type d'enquête, hein, et d'autres permettent de donner un contexte un petit peu général, et puis, avec le recul historique, de regarder ce qui se passe. Maintenant, est-ce que des gens sont intéressés ensuite pour savoir si, en effet, on constate une érosion, d'où elle vient, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ceci dit, moi, je l'ai présenté très rapidement, hein, mais l'enquête de l'OVE permettrait déjà d'aller creuser un peu plus et de regarder de manière plus fine. On aurait déjà des éléments de réponse. On ne résoudrait pas tout. Et ensuite, la question qui peut être posée, en effet, c'est est-ce que ça intéresse des gens? Est-ce que ça intéresse des institutionnels? Est-ce que ça intéresse des politiques? Ensuite, d'aller regarder très concrètement pourquoi on observe cette érosion-là. Et dans ce cas-là, en effet, on se retrouverait à soulever une autre enquête. Voilà. Ça me semble être un processus normal, en tout cas, d'aboutir, enfin, d'amener des réponses après une enquête, mais également de soulever d'autres questions qui nécessiteront d'autres enquêtes. Et juste je me fais le porte-parole de Michael Douglas, même si peut-être que je me trompe, il me corrigera a posteriori, mais en fait, nous, on va collecter beaucoup de données et on va essayer de comprendre nos usagers, de voir les signaux faibles qui sont peut-être perçus par ces grandes enquêtes nationales et puis de voir si ça fait écho dans nos établissements locaux, et on va essayer de rétroagir sur le service et sur les propositions d'accompagnement des étudiants. Et pour ce qui est de l'approche britannique, moi, ce qui m'avait vraiment frappé quand j'avais passé cette semaine auprès de lui, c'est que les enquêtes, c'est aussi beaucoup matière à communiquer et à faire du lien avec les étudiants et à dire on vous a questionné, on vous a compris, on fait ci, on fait ça. Et ce n'est pas forcément une approche scientifique. Là, on a 3, peut-être 4 sociologues auprès de nous. Ce sont vraiment des universitaires qui ont des méthodologies vraiment très scientifiques. Et puis, on traite des données et puis on fait des... Alors que là-bas, c'était beaucoup du marketing, en fait, vraiment presque commercial. Et la bibliothèque, c'est aussi un lieu qui va permettre de recruter des étudiants, parce qu'il y a la plus belle, et c'est pas pour rien qu'il y a les plus belles bibliothèques en Grande-Bretagne, enfin, si on compare avec bien des établissements français, parce que aussi, c'est... voilà. Et donc, les enquêtes, ça va être vraiment beaucoup pour faire de l'advocacy et pour faire du storytelling autour de la bibliothèque. Et il y a 2 approches un peu différentes. Je ne sais pas si là je le souligne d'une façon un peu brutale, ça ne répond pas tout à fait, mais voilà.
En complément, hein, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, hein, le lien est d'autant plus important dans le contexte actuel. Je sais que, moi, je n'en ai pas parlé, mais dans nos enquêtes, hein, à la fois sur l'effet du confinement et à la fois là, donc une enquête dont les résultats sont parus il y a 2 jours, sur l'effet de la crise sanitaire. On le voit, alors, sur le public étudiant, puisque c'est le public qu'on étudie à l'Observatoire de la vie étudiante, hein, on le voit, il y a une fragilité qui est apparue, qui est importante, pour donner qu'un seul chiffre, la détresse psychologique, on a gagné 10 points entre 2020 et 2021, ce qui est énorme, hein, pour le coup, sachant qu'en plus on est dans un contexte particulier où la population étudiante est depuis assez longtemps au-dessus de la population générale sur ces éléments-là. Et de ce point de vue-là, en effet, l'isolement, la difficulté qu'ont connu les étudiants, il n'y a qu'à voir le plaisir. Alors, j'allais dire naïvement, parce que je n'ai pas été étudiant, moi j'ai été assez surpris de constater ce plaisir des étudiants de revenir dans les établissements. Avec parfois une vraie joie de enfin pouvoir revenir. Quand on voit que parfois, moi je donne des cours par ailleurs, quand on voit que parfois c'est assez compliqué de faire venir, enfin en contexte normal, on n'a pas l'impression que venir à la fac soit un plaisir systématique. Là, de voir ces étudiants qui d'un coup ont un vrai plaisir, voilà, c'est autant d'indicateurs qui soulignent bien l'importance du lien. Et de ce point de vue-là, en effet, créer du lien avec les étudiants, et on le voit dans les retours, manifester ce lien, enfin remercier la bibliothèque d'avoir pu maintenir un lien est un élément important et qui en soi est tout aussi louable, à mon sens, que produire des connaissances générales enfin peut-être même plus en l'occurrence, en tout cas dans ce contexte particulier, parce que, encore une fois, il y a un vrai besoin sur une population qui, momentanément, quand même, dans des situations parfois assez difficiles. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Oui, merci pour cette question. Alors, c'est toujours délicat de mettre en place ce type de méthode. Donc, c'est pour ça qu'on a pris du temps. Je crois que ça nous a pris 1 an, je crois. Voilà, pour travailler de façon collective. Pour qu'on soit tous d'accord sur ce qui est important de rendre compte en service public. En plus, bon, c'était quand même dans une actualité de la BPI où on savait qu'il allait avoir un renouvellement dans la disposition physique et organisationnelle du service public à la BPI. Donc il y avait de façon très légitime des tas d'incertitudes et des tas de réticences. Donc ça a pris du temps, on a pris ce temps, on a travaillé en collectif, beaucoup, en groupe de travail, on a fait beaucoup de tests différents. Et au moment où on a lancé l'enquête, donc où chaque bibliothécaire était invité à remplir un questionnaire, on a identifié encore des résistances auprès de collègues qu'on a essayé de dénouer. Donc en fait, voilà, ce n'est jamais gagné, c'est jamais évident et c'est tout à fait normal. Après, une fois que ça a été fait, il y a eu vraiment un sentiment d'intérêt qui a été manifesté de la part de nos collègues. Ils ont trouvé ça, en fait, super intéressant sur ce qu'ils font, sur leurs pratiques. On a eu des retours beaucoup plus positifs que les réticences initiales, finalement, pouvaient nous laisser craindre. Après, le dénouement en matière de formation et de relations aux usagers, là c'est vrai que c'est un petit peu comme ce qu'ont répondu tout à l'heure mes collègues chargés d'études, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on n'a plus la main en fait sur ce qui est fait
dans les services et entre les bibliothécaires et le service formation et les chefs de service. Donc là, c'est vrai que je ne pourrais pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que c'est un document qui a été présenté au CHSCT de la BPI pour une question qui est arrivée en cours de route dans le référentiel READ, qui n'avait rien à voir au début avec l'analyse de questions documentaires, mais les collègues nous ont demandé de rendre compte de la pénibilité ressentie en service public et de manière complètement subjective. Parce que là, pour le coup, on sait qu'on est dans le subjectif, mais justement, c'était ça qui nous intéressait. Quand ça s'était mal passé, quand c'était raté, quand c'était défaillant, ça pouvait aussi être sur un plan moins émotionnel qu'intellectuel, mais des fois, on a l'esprit d'escalier et on ne trouve pas tout de suite la bonne ressource à indiquer, on y pense après, on s'en veut un peu. Enfin, chaque fois qu'il y avait quelque chose de raté, le bibliothécaire pouvait l'indiquer. Tout ça était facultatif. Et donc, finalement, ça, plus d'autres indicateurs, ont fait que le document a été présenté à CHSCT. Nous, ça nous fait toujours plaisir parce que ça montre que ça peut avoir une utilité. Mais aller au bout et savoir exactement ce qui a été fait, voilà, toujours un peu la limite, quoi. Et juste, donc à Sciences Po, on a vraiment simplifié l'échelle READ, on n'avait pris que 3 niveaux. On avait 2400 interactions ont été enregistrées sur une année. Et ça a permis d'objectiver beaucoup en fait, les fantasmes. Enfin, on n'a pas du tout la même approche, on n'avait pas la même complexité, pas le même public, donc on n'avait pas cette question de pénibilité. On avait des angoisses ou des fantasmes à propos du nombre de questions en anglais, de la difficulté des questions, etc. Et quand les collègues ont été invités à s'auto-évaluer la difficulté des interactions, on a vu que finalement on avait, je ne sais plus, on l'a fait en 2014, mais quelque chose comme 96% de niveau 1, très très peu de niveau 3, très peu d'anglais finalement, à part vraiment la rentrée où il y avait un afflux un peu d'étudiants internationaux. Et ça a permis un peu de... Voilà, je crois que c'était extrêmement positif également pour les collègues, parce que collectivement, on s'est rendu compte que finalement le service public, ça se passait très très bien, qu'il n'y avait pas de problème, que collectivement on avait les moyens de répondre correctement aux étudiants, etc. Donc ça a été aussi un outil de discussion et de partage collectif autour de la réalité du service public dans notre école. En tout cas, pour la BPI, moi, ce que je peux dire, puisque je l'ai vécu, je ne connaissais pas du tout cette méthode, on partait quand même de semaines tests consacrées à l'accueil et aux questions posées en bureau d'information à la BPI, qui reposaient sur les petits bâtons que devaient collecter les personnes qui étaient en service public et qui étaient perçues comme des dispositifs d'auto-évaluation très froids, très arides et injustes aussi, puisqu'il y avait ce sentiment. On est passé à une implication, sachant d'ailleurs qu'on nous reproche parfois à juste titre, les bibliothécaires de la BPI se sentent parfois écartés des programmes d'études et parfois des programmes de recherche aussi. Et là, ils ont été au cœur du dispositif, un peu réticents au départ, en tout cas dubitatifs, et ensuite, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, très impliqués. C'est-à-dire que la grille a quand même beaucoup évolué. Et ça, c'est un résultat en termes voilà, c'est un résultat très intéressant pour l'établissement, d'autant qu'il a, pour certains en tout cas, il a provoqué aussi une conversion du regard. Certes, la question de l'usager, évidemment, elle est importante, mais ce qu'on regarde, il y a un impensé, quoi. Il y a quelque chose qui est rendu un peu invisible, c'est tout le travail du bibliothécaire en bureau d'information par rapport à la question initiale qui est posée et dont certains n'avaient pas conscience non plus, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte en codant que oui, tiens, hop, et plus ça. Et alors pour moi, le plus intéressant, mais ça devient difficile à traiter parce que c'est très qualitatif dans un dispositif qui est plutôt quantitatif à la base, c'est ceux qui ont noté les questions in extenso. Alors là, c'est un catalogue j'allais dire à la Prévert, c'est plutôt du Pérec. Là, c'est délicieux à lire et c'est très riche sur ce qui se passe au quotidien à un bureau d'information donné, dans une bibliothèque donnée. Et ça, on en rend très rarement bien compte, hormis ce qu'on peut faire circuler entre collègues, mais pas au niveau de l'institution. Merci beaucoup. On est malheureusement contraint de clôturer cette table ronde. Donc merci infiniment à tous les quatre de nous avoir éclairés avec des approches sur lesquelles il va falloir revenir et collectivement la commission évaluation
Et aussi à la DBU, on a beaucoup de matières pour mieux connaître nos usagers dans d'autres contextes institutionnels et puis d'autres pratiques, et ça peut aussi, et les méthodes utilisées ne peuvent pas éclairer nos méthodes parce qu'on n'est pas dans les mêmes échelles, mais peuvent nous donner quand même vraiment beaucoup d'allers-retours, et on espère avoir l'occasion de discuter à nouveau avec vous et d'approfondir ces échanges. Merci beaucoup.